Salut Twitch et salut YouTube, bienvenue dans ce nouvel hebdo jeu de société. Alors cet hebdo qui va devenir mensuel à force. J'espère que ça va bien, que vous avez passé des bonnes semaines. Le dernier ça datait du 8 mars, donc il y a une vingtaine de jours, parce que le 15 mars, figurez-vous que je devais aller jouer chez un pote finalement, du fait des grèves, les trains ont été annulés et tout. Ce qui bien sûr est dommage pour les jeux de société, mais bien sûr soutien à la grève évidemment depuis ce temps-là. Et jusque là où il faudra. Et puis la semaine dernière, j'avais un peu mal à la gorge. Donc voilà, et je vous avoue que le 15 mars, du coup, j'avais un peu la flemme de lancer ça un peu à l'improviste. Mais non, voilà, et bon, ma foi, ça a permis de garnir un peu le programme, qui va s'avérer assez bien emplumé. Comme d'habitude, déjà, j'espère que vous allez bien, évidemment, et que il y aura des news. Si vous avez des news à me faire passer ou quoi, que vous jugez pertinentes, vous m'envoyez ça sur Discord, sur Twitter ou sur Mastodon. Le programme, donc on va faire l'actu jeu de société, comme d'habitude, des 3 dernières semaines du coup. Ensuite, on va parler des parties des 3 dernières semaines aussi. Pas mal de nouvelles choses et tout, c'est cool. Sachez que je travaille sur la vidéo des découvertes du mois de mars, qui devrait sortir, allez, peut-être ce week-end, peut-être début de semaine prochaine, on verra. Un mois assez garni. Et puis après, on parlera un peu de hors-jeu, pas de jeux vidéo. Je veux commencer un truc, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais voilà. Et on finira par une petite partie qui sera sur Deep Dive, qui est un KS en cours chez... comment il s'appelle? Flatout Games, je crois. Il me semble, ceux qu'on fait Cascadia et tout. Mais donc, passons sans plus attendre à l'actualité. L'actualité, alors j'en profite juste, comme d'habitude sur YouTube, je vous mets tous les liens dans la description, donc tout ça est là, et puis il y a également comment dire, le lien vers le drive avec encore plus de précision. Juste, je voulais faire un petit shoot-out à boardgame.fr, qui est un truc à côté de Geeklet, qui est pas un site que je consulte Geeklet par ailleurs, en termes de contenu, c'est pas quelque chose qui me parle, mais je vous avoue que je crois que j'en ai jamais parlé, mais j'ai plusieurs sources pour préparer cet hebdo. Mais du côté francophone, je trouve qu'il y a un travail qui est assez synthétique qui est fait là-dessus. Alors je ne prends pas tout parce que pour le coup il y a vraiment beaucoup de reposts de trucs et tout, mais ça me permet d'avoir une vue assez globale et tout, et de me dire ah tiens ça c'est vrai que ça peut être intéressant et tout. Donc voilà, bravo à l'équipe pour ce travail-là, et c'est fort pratique, donc je les salue. Là aussi je vous mets le lien dans la description, hein. Ça fait partie, j'ai une liste Twitter et tout, mais c'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps d'aller là, donc je voulais le signaler. Je voulais aussi signaler, mais ça c'est pas nouveau, que Playtime est toujours disponible en podcast, que ce soit donc les hebdos ou du coup les formats YouTube autres, puisque ça se prête aussi au podcast, normalement quelques jours après la mise en ligne de l'épisode sur YouTube, donc vous pouvez vous abonner sur le flux de Playtime. Commençons par les news avec d'abord, vous savez, on avait parlé des merdes de localisation en français et tout, on a fait notamment tout un épisode chez Proxy Jeux sur certains trucs d'éditeurs et tout qui étaient pas ouf, mais voilà, on n'est pas les seuls, hein, puisque évidemment, Puerto Rico 1897, salut Hammer, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Donc Puerto Rico 1897, je crois pas qu'on en avait parlé ici précisément, mais c'est une rethématisation de Puerto Rico qui effectivement a vieilli d'un point de vue de la thématique et de pas mal de choses, quand bien même ça reste un jeu incroyable en termes à la fois d'historique et puis même de plaisir de jeu, hein, pour moi. Mais donc il y a eu cette rethématisation qui est plutôt la bienvenue. Salut Kat. C'est un jeu qui date d'il y a plus de 20 ans maintenant, et donc voilà, il y a eu notamment des consultantes culturelles. Là il y a Jason Perez qui a été consulté par Eric Martin. Le truc, c'est que au-delà de effectivement le côté très bien qu'il y a de revisiter certaines choses et de les mettre peut-être un peu au goût du jour, et de se dire que peut-être le monde a évolué aussi, et la façon de représenter les choses ont évolué, il y a des erreurs qui sont un peu plus terre à terre, qui sont des erreurs de production, donc il y a effectivement des soucis au niveau des tuiles, et alors c'est le cas des copies américaines, mais c'est aussi le cas des copies françaises et allemandes, je crois que j'ai vu, puisque en fait c'est le même print plus ou moins. Voilà, il y a aussi pas mal de petits soucis, notamment des textes qui ont disparu et qui du coup, en fait, pour aller vérifier, il faut aller sur le livret de règles, mais le livret de règles, lui, comporte des erreurs sur l'effet des bâtiments, donc bon,
Voilà, c'est ce qu'ils disent ici, hein, c'est, l'idée c'était de retirer tout le texte des tuiles bâtiments pour rendre ça un peu plus, voilà, English and French Edition, pas German, je dis des bêtises. Et du coup, ouais, il disait que ce qui est surprenant, c'est que malgré ces erreurs de production, il y a eu quand même eu la sortie. Et donc, ouais, il y a l'idée, bon, bah, de supprimer le texte des bâtiments, pourquoi pas, si à ce moment-là, une petite aide de jeu ou un truc comme ça. Le problème, donc, c'est qu'il faut aller voir dans les règles, au dos des règles, mais que ce compte-rendu, enfin, ces petites aides de jeu, contient des erreurs, du coup. Donc voilà, c'est pas mal de petits trucs comme ça. Voilà, il y a plein de petits trucs qui ont été mis en avant sur le site. Il y a tous les détails là, hein, je vais pas revenir sur tous les détails, mais l'idée c'est que ils disent qu'ils vont arrêter la production là, pour justement essayer de le sortir un peu. Donc il y a eu effectivement, bah, comme c'est souvent le cas, des tuiles qui manquaient qui ont été remplacées. Salut Seb. Et également, j'ai vu ça où, voilà, ils ont stoppé la production du jeu pour être sûr que effectivement les prochaines productions, elles soient complètes et qu'il n'y ait pas tous ces soucis-là. Donc voilà. C'est pas que les localisations françaises ou que les éditions françaises qui ont des soucis, il y en a dans le monde entier, et celle-ci en est une pour le coup de Ravensburger, mais à tous les niveaux, et comme d'habitude, ils essayent de un peu rattraper les bêtises après, ce qui est toujours un peu problématique. Mais voilà, après, j'ai pas joué à Puerto Rico 1897 du tout, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Puerto Rico tout court d'ailleurs. C'est un jeu important, hein, dans le monde du jeu de société, Puerto Rico, qui a été, je crois, premier sur BGG un temps et tout, et qui est vraiment super, donc jouez-y si vous avez l'occasion, et puis toujours, effectivement, revisiter un peu pour mettre au goût du jour, c'est toujours une bonne chose. Donc voilà, pour Puerto Rico 1897, on passe à la suite qui va être très rapide, c'est presque de l'anecdote, comme souvent chez Dicebreaker, hein, des fois ils font des grandes news sur ce qui relève d'anecdotes, c'est juste que le Lotus Noir a été mis en vente et aux enchères et est parti pour 540 000 $, ce qui est finalement, alors c'est beaucoup, hein, mais je trouve que c'est pas tant que ça. Enfin, je sais pas, c'est énorme, hein, mais si tu compares effectivement à d'autres produits culturels qui dépassent facilement le million ou quoi, ça reste gigantesque évidemment, mais c'est pas non plus, c'est encore une somme que t'arrives à peu près à visualiser, quoi. Donc voilà, ça c'était le 16 mars. Donc bon, voilà, y a pas, c'est de l'alpha, voilà, etc., etc. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire que voilà, c'est une nouvelle. Je crois qu'il y a aussi chez Yu-Gi-Oh! Là une vente en ce moment où il y a peu qui a été aussi très importante. Mais je connais moins Yu-Gi-Oh! Je vous avoue. Il y avait eu en 2021 un Black Lotus qui s'était vendu à 511 000 €. Donc voilà, ça a encore un peu augmenté. Voilà, comme dit, on relève plus de l'anecdote, c'est plus rigolo qu'autre chose, et que la somme, mine de rien, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop. Mais, oh, je sais pas, mais dans le jeu vidéo, tu sais, t'as des consoles, enfin pas des ROM, mais des cartouches et tout, ou même des prints, je pense, dans la bande dessinée ou dans le cinéma, des scénarios, ou des trucs comme ça qui, je pense, dépassent le million. Euh, Même si, merci Hammer. De 2002-2003 jusqu'à 2008. Et encore en 2010. Ok, ouais, ils avaient réussi à repasser premier pour Puerto Rico. Mais ouais, enfin, j'ai souvenir en tout cas de d'autres trucs comme ça me vient pas exactement. Donc voilà, peut-être que je me trompe. Mais si vous avez des exemples, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas, ou sur le chat. Mais ouais, des trucs qui dépassaient le million, quoi. Bon, là c'est beaucoup, hein, mais disons qu'en fait ça reste quand même encore un truc que j'arrive à me représenter. Passons à la suite. La suite, c'est, alors je vous avais parlé il y a quelques semaines, hein, quelques mois maintenant, des problèmes de hausse chez Matago, des problèmes de traduction. On avait fait une longue news dessus, parce que notamment l'implication de la communauté et tout, j'en avais reparlé chez Proxy Jeux. Il faut aussi dire, quand on a parlé de Puerto Rico, évidemment il y a eu un peu une petite shitstorm qui reste une tempête dans un verre d'eau, parce que c'est de la niche, mais ça se destine pas à tant de monde que ça. Mais donc ils continuent à bosser sur le The One Ring, ouais, je sais pas du tout. Ils ont commencé à travailler pour effectivement compenser un peu les erreurs d'impression qu'il y a pu y avoir.
Donc il faudra remplacer un mot qui va pas sur certains plateaux joueurs, je sais plus ce que c'est exactement, mais voilà, il y a une réimpression qui est prévue et qui devrait normalement... alors ça, ils le précisent pas, mais soit passer par eux, mais je pense que ce sera plutôt comme souvent les boutiques qui vont devoir assurer le suivi, recevoir du matériel et qu'on se dirigera vers les boutiques. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Alors ça, c'est un peu facile, hein. C'est rigolo, mais c'est un peu facile quand même. Dire je ferais mieux, moi je dis pas que je ferais mieux, hein. C'est pas ça la question, hein. C'est juste que c'est leur taf. Dire je ferais mieux, c'est un poil prétentieux, je pense. Peut-être que c'est vrai, mais bon. En tout cas, ouais, voilà, moi j'attends, j'ai toujours pas joué, il est derrière là-bas, mais voilà pour le suivi de Hoth qui suit son cours. Une autre news qui est assez cool, alors je vais remettre mes écouteurs, enfin qui est assez cool, qui est assez intéressante. C'est chez Sœur d'édition, une maison d'édition de livres qui fait beaucoup de livres sur la pop culture, notamment le jeu vidéo, qui va proposer, là en mai, sortira un jeu de société, non, un livre sur les livres dont vous êtes le héros. Ça a été annoncé lors de la FAQ, écrit par Raphaël Lucas, qui est quelqu'un qui a travaillé notamment, écrit chez Gamecult, était aussi en vidéo chez Gamecult, qui est rédac chef chez Jeux Vidéo Magazine, je crois, si je dis pas de bêtises. Et quelqu'un qui a un grand passif dans le jeu de rôle papier et jeu vidéo, qui donc je pense connaît pas mal de sujets. Peut-être que la préface sera faite par Fibre Tigre, je ne sais pas. Je vous mets juste un petit peu le moment où ils en parlent. Pour ceux qui nous écouteront en audio, on va le verbaliser. Tu peux appuyer sur du coup l'autre slide où est-ce que je t'ai montré tout à l'heure. Donc là, annonce de livre. Attention, c'est maintenant. Voilà, donc en mai 2023 par Raphaël Lucas, enquête des livres dont vous êtes le héros. Donc voilà. Donc c'est Mehdi qui a travaillé dessus. Donc du coup, Mehdi, je te laisse présenter le projet. Nouveau livre de Raphaël Lucas, donc il va s'intéresser dans le cadre de cette collection sur la littérature au livre dont vous êtes le héros, un célèbre collection de Gallimard qui a bercé, je pense, pas. Il faut savoir que c'est en partenariat avec Gallimard, justement. C'est pas la première fois qu'ils font un partenariat avec un truc externe, ils en parlent un peu dans cette FAQ. Cette FAQ que vous pouvez trouver soit sur YouTube, soit je vous mets le petit encart là en haut à droite, là-bas je crois. Mais que vous pouvez trouver aussi en podcast Sœur d'édition, des podcasts toutes les semaines où ils abordent le jeu vidéo, soit par l'axe des news et tout. Mais donc voilà, ouais, c'est assez cool de voir ça. Je suis curieux de comment ça va être traité et tout, mais c'est chouette. Donc si vous êtes fan de tout ça et tout, n'hésitez pas à vous renseigner sur ça en mai 2023. En tout cas, c'est un premier pas vers ce qu'on peut apparenter aux jeux de société chez Third. C'est pas encore le jeu de société tel que moi j'en fais beaucoup. On n'est pas non plus dans le jeu de rôle, on est entre les deux, on est quand même dans... Il faut dire que médiatiquement, le jeu de rôle... ces dernières années, fait vraiment resurface, quoi, enfin, refait surface, beaucoup, plus que le jeu de société, je pense, en termes de visibilité. Moins en termes de pratique, sûrement, mais et du coup, ça, c'est vrai que ça joue aussi sur une forme de nostalgie des années 80 et tout, mais donc voilà, c'est cool que ça existe, donc GG à Raphaël Lucas et à Third Edition, et donc à Gallimard. On passe à la news suivante, qui est, alors là aussi, ça relève pas de l'anecdote, c'est pas inintéressant, mais en gros, c'est juste que Igari, je sais plus jamais comment on dit, passe de chez Novalis à Asmodée. Il faut savoir que donc Novalis appartient, je crois, à Asmodée, c'est une branche à côté qui, par exemple, si je dis pas de bêtises, hein, mais j'en dis peut-être, mais distribué Pearl Games, et d'autres qui sont un peu plus pointus que les studios les plus grand public d'Asmodée. Et ben là, Igari va rejoindre du coup Asmodée au niveau de la distribution. Effectivement, hein, c'est ce que dit Raphaël, Bernardi, qui dirige Igari, c'est que pour nous, il n'y aura pas beaucoup de différence. Voilà, c'est peut-être aussi... je sais que pour le Championship, Russian Roulette, que j'ai pas essayé, mais a été vite en rupture et tout, et que parfois peut-être le réapprovisionnement était chiant, peut-être que ça va faciliter ça. Donc ça, je sais pas, je connais pas du tout assez le milieu pour ça, mais voilà, bon, c'est... Disons qu'en fait, l'impression que ça donne en tant que consommateur, c'est effectivement que Igari passe d'un truc qui était plus petit, en termes de visibilité, de distribution, à effectivement Asmodée, qui vise du plus grand public, et c'est pas si étonnant, parce que même si, bon, il y a certains jeux qui sont assez pointus hein, chez eux, hein, je pense à... ah, salut.
Voilà, exactement. L'artiste donc qui est Raphaël. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Effectivement, ouais, il y a Novalis, voilà, je parlais de Pearl Games, Ijari a jamais été dans des jeux de gestion type Pearl Games, même si ça restait des jeux, comme dit, qui ne sont pas des jeux d'ambiance ou l'image qu'on peut avoir, mais après, bon, cela dit, Asmodée distribue pas que des jeux d'ambiance, mais voilà, Intrigue, bon, c'est clivant autour de la table, mais ça reste assez grand public. Celui-là, idem, c'est un jeu qui peut se rapprocher du jeu d'ambiance, là où effectivement je me tourne là-bas vers des Art of War ou des Templari, c'est peut-être un peu plus pointu ou quoi, mais je pense que ça effectivement, voilà, un Soviet Kitchen ou quoi, ça a peut-être plus sa place dans le catalogue d'Asmodée. Merci en tout cas. Asmodée distribue Gloomhaven. Ouais, mais alors pour le coup, ouais, on est dans du gros jeu, mais ultra, qui a dépassé tellement sa cible qu'on peut parler d'un jeu mainstream presque pour Gloomhaven. Mais en tout cas, j'espère que ça facilitera le travail pour toi et que effectivement pour les joueurs, joueuses qui veulent trouver ça, ce sera plus simple. Reflecto, c'est bien le Fraga ou c'est pas celui-là, je sais plus. J'ai un doute maintenant, qui était intriguant. Ouais, c'est ça. Qui avait l'air assez cool. Bon, comme souvent chez Fraga, hein, il y a une promesse à chaque fois qui est chouette, mais après il faut voir comment elle est réalisée. En tout cas, voilà, pour ce qui est de Ijari. Comme dit, hein, c'est plus une brève que autre chose. Ouais, c'est ça. Alors là, pour le coup, publié par Mandu Games, donc il faudra que tu ailles mettre à jour cette page quand tu auras le droit de le faire, je sais pas si... Et je sais plus qui en a parlé, j'en ai entendu parler chez quelqu'un récemment de Reflecto, du côté anglophone. Je sais plus si c'était dans les attentes 2023 ou je ne sais quoi. Mais ça a l'air super intéressant en tout cas. Comme souvent, encore une fois, en plus avec du matériel et tout, enfin, Fraga est capable de faire des trucs très bien, et parfois ça marche moins, mais en tout cas c'est toujours intéressant. Voilà pour la news. Une autre news, cette fois d'un financement participatif à venir, c'est de Fanelia, donc c'est le tome 2 de La Clé. Je sais pas si vous avez connu La Clé, moi j'y ai pas joué, c'était un gros livre puzzle qui était sorti par Fanelia déjà à l'époque, dont le passe-temps avait fait beaucoup la pub, notamment. Parce que je dis peut-être des bêtises, mais je sais que Baptiste a travaillé avec Fanelia, mais ça devait peut-être être sur des puzzles à côté ou un truc comme ça. Je suis pas sûr qu'il ait travaillé directement sur La Clé, mais en tout cas, ouais, c'est bon. Moi, j'ai pas joué, mais ça avait l'air très intéressant comme projet. Gros livre et tout, bel objet. Je suis assez curieux de ça. Mais donc voilà, il y aura encore un financement participatif pour celui-ci, pour le tome 2, qui sera lancé en mai. Voilà, avec évidemment une soirée vidéo live spéciale et tout. Mais voilà, donc bon, si ça vous intéresse, vous pouvez être prévenu du lancement sur Ulule. En tout cas, c'est toujours intéressant ces petits projets-là de personnes qui sont... Je sais même pas si ils sont distribués par quelqu'un ou si c'est de l'autodistribution pour La Clé. Mais voilà. On va passer à autre chose, toujours du Kickstarter, avec Unmatched Adventures. Tales to Amaze, qui a toujours, comme toujours chez Unmatched, je vais couper le son, mais comme toujours une couverture ultra stylée. Moi, ça me rappelle un peu du Midnight Tales de Babelais, la couve, qui donc, un peu comme Dice Adventures en son temps, qui vient de sortir. J'ai vu ça en boutique, la boîte elle fait genre ça sur ça, enfin c'est ahurissant. C'est en fait c'est une réutilisation du système d'Unmatched, mais bon, ils ont déjà explosé leur truc et tout. Et là, les 9228 €, on sait ce que c'est hein, sur Kickstarter de la part d'Unmatched, c'est complet bullshit à mon avis. C'est possible, je t'avoue que j'ai pas regardé en détail. Ce design-là là Ah non, la figurine, tu parlais. Ok, on verra. Mais en tout cas, il y a un côté un peu... à la fois Stranger Things, 4ème dimension et compagnie. Et donc il y a l'idée de réutiliser un système, mais cette fois dans un univers coopératif, dans un mode de jeu coopératif, mais qui réutilise quand même le game design de Unmatched, donc j'imagine jouer des cartes et tout pour se déplacer, attaquer et compagnie. Et bon... Je sais pas, moi j'aime beaucoup Unmatched, je trouve qu'il a plein de défauts en termes de rythme et tout, mais c'est un jeu que je trouve très fort. Mais ce qui marche très bien, j'avoue que là, l'utilisation des années 80 un petit peu, ça fait vraiment penser à ça. Je suis pas un ultra fan de ce genre de... on en bouffe tellement depuis 10 ans que j'en ai un peu marre.
Ce sera par ailleurs localisé par Yellow fin 2023. On attend toujours Buffy et Jurassic Park, hein, et Bruce Lee évidemment. Donc ils doivent faire, ou ils ont fait une vidéo sur Twitch, j'ai pas regardé, mais je vous mettrai le lien sur YouTube normalement, dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien vers cette vidéo là. Ah bah regardez, on le retrouve ici. Monsieur Zoidberg. Effectivement, qu'est-ce qui te dérange dedans? C'est la représentation peut-être un peu stéréotypée du personnage. En tout cas, ouais, je vous avoue que, en fait, moi, je me pose la question sur l'animalité, ouais. Bon, après, l'animalité des personnages, ça me dérange pas, c'est juste, effectivement, quand tu représentes que les personnages de couleur de cette manière-là, avec une espèce d'exotisation et tout, c'est un peu gênant, comme dans Far Cry 3, qui est pas l'exotisation, mais qui est le côté, tu sais, c'est cet exotisme sexuel, un peu, qui est un peu cringe. Effectivement, il y a peut-être un peu de ça, je sais pas, je ne saurais dire. Salut Hammer, bon après-midi à toi. Et donc, ouais, donc ça reprend l'idée d'initiative, de mouvement, etc., avec quand même ça. Et donc, face à un ennemi commun. Et je vous avoue que, bon, déjà, ça va pas être donné du tout, hein, mais bon, soit, c'est quand même moins cher que Dice Throne Adventures. Reste que, je vous avoue que moi, Unmatched, ce que j'aime bien, alors il y a un souci de rythme pour moi dans Unmatched, ce côté chat et la souris qui est un peu lourd, mais en même temps, notamment à 4, c'est ça aussi qui met de la tension, un peu ce côté je m'approche, je m'échappe et tout. Au-delà de la DA et de l'idée générale, mais l'idée générale c'est aussi l'hippopotame et puis l'alligator, quoi. Enfin, c'est se faire s'affronter ces grandes figurines de la pop culture, ces grandes figures. Là, du coup, il y a un peu moins ça aussi, quoi. Et je sais pas, du coup, je reste curieux, mais ouais, bon, il y a encore une fois, hein, des personnages assez forts, mais je sais pas, j'ai peur qu'en fait on perde un peu l'identité en termes de game design et le ressenti de Unmatched en le transformant en coop. Alors je sais pas. Et alors par contre il y a un truc qui va pas dans leur page caisse, je trouve. Évidemment il y a plein de trucs blablabla, on s'en fout. Évidemment on peut jouer les anciens. Alors comme Dice Throne Adventures, il y a un truc intéressant, c'est que si t'as Unmatched, bah, tu peux jouer tes personnages d'Unmatched dans ce jeu-là, tu peux jouer les persos du coop dans les Unmatched compétitifs, et tu peux jouer aussi sur le plateau de Tales to Amaze. Mais donc ouais, il y a un truc, alors déjà il n'est pas sur TTS, alors que Unmatched est officiellement sur TTS, mais bon, soit ça. Il y a juste un truc, moi, qui me gêne un peu. Vous pouvez aller voir, évidemment, des vidéos et tout, mais il y a un truc qui m'a un peu gêné dans la présentation, c'est... J'en peux plus, moi, de ces caisses où il y a tellement à descendre. Alors, on sait pas s'il y aura ces trucs-là, effectivement, en français. À voir. Donc là, ce qu'ils disent, c'est essayer Unmatched, mais sauf que c'est Unmatched, le Unmatched de base. C'est pas du tout le coop. C'est vraiment juste Unmatched. Alors que je trouve que... Enfin, je sais pas. Le mettre dedans et tout, ça peut porter à confusion. Alors le texte est clair, hein, mais bon. Et il y a aussi, notamment, voilà, tous ces trucs ultra positifs là. Ça parle d'Unmatched en fait, et pas de Unmatched Tales to Amaze. Il y a peut-être des gens qui ont aimé Unmatched, mais qui trouveront Tales to Amaze tout nul. Mais là, c'est Unmatched. Là, c'est Unmatched. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Voilà, c'est ça, c'est Unmatched. Là, c'est aussi Unmatched. Là, c'est Unmatched. Donc, ça, c'est problématique, je trouve. Enfin, on parlait des éditeurs tous menteurs chez Proxy Jeux. Ben, ça, c'est... Effectivement, ils parlent d'Unmatched, mais pas d'Unmatched Tales to Amaze, quoi. Je trouve ça toujours un peu limite, quoi. Mais voilà, bon, après, moi, je suis curieux d'essayer. Hein. Comme dit, je reste dubitatif, mais on verra. On continue avec une suite aussi, qui est Clank Legacy 2. Alors, Clank Legacy, je ne l'ai pas terminé.
mais je l'ai trouvé très très sympa des 5-6 parties qu'on a fait. Je suis curieux de continuer et tout. Là, l'idée, c'est de faire une suite. Bon, j'imagine que ça reprendra un peu les idées principales chez les mêmes éditeurs avec le même prix ultra cher. C'était plus de 100 balles. Il est sur TTS, lui aussi, donc si vous voulez y jouer gratos, vous pouvez y aller parce que bon. Par contre, franchement, ce design-là, Clank a toujours eu un côté un peu parodique et tout, mais je vous avoue que là, je suis pas un grand fan ni de l'incrustation du Darkest Magic, ni de, je sais pas, du trait des persos et tout, c'est pas, je kiffe pas plus que ça. Après, c'est pas nouveau, hein. Clank, ça a jamais été des visuels que je préférais, mais je trouvais qu'en termes de composition et tout, on garde le même style, mais là, la composition était plus convaincante, je trouve. Bon. Et il faut savoir que là, du coup, il y aura de la coopération. Je parlais d'Unmatched qui passe effectivement de l'opposition duel à un jeu coopératif. Et ben là, il y a un peu ça aussi. Mais bon, ils disent quand même là-dedans jouer de manière coopérative et compétitive. Alors, bon, en attendant d'avoir plus de détails, on verra. Mais ça fait partie de ces jeux qui peut-être vous pouvez jouer en coopératif, en équipe, en compétitif et puis en solo, mais aussi à 12. Et aucun de ces modes de jeu n'est bien. Mais bon, j'exagère un petit peu, mais il y a un petit peu de ça parfois dans le. Vous pourrez jouer de toutes les manières que vous voulez. En tout cas, ouais, bon, je reste curieux parce que j'ai beaucoup aimé le premier Clank Legacy et voir comment il transforme ça en coop. Et on a fait le tour des news. On va passer juste aux dernières news qui sont les dernières arrivées sur Board Game Arena en bêta ou en finale. Boop, je vous en ai parlé dans mon bilan de février, j'ai pas accroché plus que ça, c'est un jeu abstrait, donc c'est notamment pour ça, sinon je trouve plutôt, il y a plutôt des mécaniques rigolotes. Tucano, on en parlera dans les parties des 3 dernières semaines, mais je l'ai trouvé ça pas si nul, alors que je pensais vraiment que ce serait nul. Donc plutôt cool, et il se prête très bien à BGA. Et Photosynthesis, est-ce qu'il était sorti? Je crois que oui, c'est un peu la préquelle de Evergreen, disons, qui était chez Blue Orange il y a quelques temps, que j'ai jamais joué non plus. Et du côté de la bêta, alors du côté de l'alpha, faut savoir qu'il y a des trucs énormes qui sont arrivés. J'en parle pas parce que je sais que BGA aime pas trop qu'on parle de l'alpha, même si là tout le monde sait qu'Ark Nova est arrivé, évidemment. Mais donc il y a Legend Raiders, qui devrait sortir cette année, mais dont je connais rien. Stockpile, connais pas. Roll to the Top, on dirait une chanson d'ACDC, c'est quoi? Non, It's a Long Way to the Top ACDC. Big Two, qui est un jeu d'escalade, qui vient de la Chine, a priori. Spite and Malice, charmant. À voir, je sais pas ce que c'est. Tiwanaku qui arrive en bêta, j'avais essayé en alpha et je vous avoue que c'est pas du tout mon style, il y a de la déduction et tout. Ça, Rainforest, faut savoir que je crois que les gens qui ont essayé chez Proxy ont trouvé que c'était de la merde. Jamais essayé. Tic-Tac-Toe Ultime, bon voilà. Ça, je ne connais pas. Applejack, j'en ai aussi parlé dans mon bilan de février. C'est un Rosenberg que je trouve assez oubliable. Pas mauvais, mais pas non plus merveilleux. Et je crois que c'était à peu près tout. S'il y a Architect, je sais plus si on avait déjà vu tout ça. Si, non, je crois qu'on n'a pas vu ça. Dice Athlon, je crois que c'est un roll and write qui se joue en solo. Ça, je ne connais pas du tout. Architect, bah ça j'aimerais bien essayer à l'occasion, c'est un des gros jeux là, des dernières années du Royaume de l'Ouest. Roll into Town, j'avais essayé vite fait un début de partie, ça n'a pas l'air mémorable. Ça c'est un jeu à 2 qui n'a pas l'air inintéressant, je l'essaierai bien à l'occasion. Et je crois qu'on en était à peu près là, on va s'arrêter là. Voilà du côté de Salut GameSteph, j'espère que tu vas bien, écoute ça va, on arrive sur la fin des news. La fin des news, ça va être Proxy Jeux, les dernières émissions, donc il y a d'abord un nouveau joueur né sur Gratuito que vous a proposé Cyrus, qui a beaucoup joué ces derniers temps. Et sinon, il y a beaucoup de choses depuis la dernière fois. La dernière fois qu'on s'était vu, on en était où? On en était, je pense, à plus ou moins t'as joué à quoi? Ouais, ça doit être à peu près ça. Ouais, non, même avant ça. Tac, tous les podcasts. On en était là. Donc, il y a eu le 10 mars, il y a eu un épisode qui a été enregistré à Cannes avec Feiduti, Pionfesseur et Paul Gara, où ils ont discuté de plein de choses, je ne l'ai pas encore écouté. Je ne peux pas vous dire, mais c'est sans doute très bien. Il y a également eu donc un Tajwa Aqua auquel j'ai participé, où j'ai parlé de Kuzuka, dont je vous avais, je crois, déjà parlé ici. Hammer a parlé de 1998 ISS et Julien de Escape 2222.
format court, hein, toujours on parle un peu moins de 10 minutes d'un jeu. Puis il y a eu des interviews. Ah oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, Zoidberg. Ça reste un mec super intéressant, mais je suis d'accord avec ton qualificatif, je pense qu'il lui correspond tout à fait. Il y a eu des interviews du festival réalisées au Festival de Cannes, donc un peu plus courtes, de Jules Messot qui a gagné avec Acropolis, de Baptiste qui a gagné avec Flashback, ainsi que de Marie qui fait partie du jury. Il y a aussi eu une interview de ces deux-là, en fait, chez Le Passe-Temps, hein, du côté dans leur format In Bed With. Il y a aussi eu un sorton de grand jeu qui est consacré à Quarto, ou Quarto, ils savent jamais comment le prononcer, moi je dis toujours Quarto je crois, mais voilà, donc un jeu abstrait de Blaise Muller, très très intéressant, t'as joué à quoi, super, t'as joué à quoi, sorton de grand jeu, et un épisode d'XP où les camarades du format XP, donc Dédé, Polgara et Zef, parlent de la présence des dés et de leur utilisation dans le jeu de rôle. Ce qui est bien sûr très intéressant, et puis c'est pas un débat nouveau, hein, mais c'est toujours cool d'en parler un petit peu. Voilà pour les news chez Proxy Jeux. On va pouvoir passer aux parties de la semaine, des 3 dernières semaines, quand même. Alors, les parties des 3 dernières semaines, regardez tout ce qu'il y a. Ça en fait. Hein. Encore. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, je suis toujours sur la fiche bleue, hein. Pourtant j'ai beaucoup joué ces 3 dernières semaines, j'essaye de sortir enfin de cette fiche bleue, mais j'arrive toujours pas à dépasser les 40 points. Vraiment j'ai beaucoup de mal à dépasser même les 35 hein, sur cette grille, donc je sais pas, il y a un truc que je dois faire mal. Mais bon, c'est encore. Donut Shop, c'était ma deuxième partie, j'en parlerai dans le bilan de mars. J'en avais déjà parlé, hein, mais c'est un jeu chez 25th Century Games qui est assez quelconque, pose de tuiles, scoring, on fait nos donuts, on les met dans des boîtes pour les vendre en respectant des objectifs, on récupère des nouveaux donuts. C'est pas nul, c'est mieux que d'autres, mais c'est pas ouf non plus, hein, c'est oubliable disons. Donut Shop. Can't Stop, j'ai pas mal joué ces dernières semaines, Can't Stop sur BGA. J'ai des phases comme ça, qui est pour moi un des meilleurs jeux de stop ou encore évidemment toujours, que je prends toujours autant de plaisir, notamment sur BGA où il n'y a pas l'appareillage des dés à faire, donc ça permet d'être plus rapide. Atiwa, c'est la partie que j'ai fait devant vous, je crois, que je vous ai montré sur TTS, qui est un très bon jeu Atiwa, hein, franchement, vraiment cool. Je sais plus si j'ai rejoué depuis, je suis pas sûr, mais cool en solo et cool à plusieurs, vraiment essayez-le si vous avez l'occasion et que vous aimez Rosenberg, moi j'aime bien. Donc ça c'est Atiwa. On a fait pas mal aussi de Ticket to Ride avec madame sur BGA ces dernières semaines, toujours la version USA qui est sur BGA, c'est toujours un très bon jeu. Pour l'anecdote, juste hier elle a gagné en faisant une stratégie assez que j'avais pas souvent vue. Souvent, moi, je joue plutôt, vous savez, en mettant un peu partout, et puis en faisant des espèces d'étoiles, et puis après en récupérant d'autres cartes destination que j'arrive à faire. Bah là, ce qu'elle a fait, elle a fait quasiment tout le nord et tout le sud avec 2 très gros objectifs, mais elle a jamais repioché de destination, donc elle a fait que 2 objectifs dans la partie, celui-là et celui-là. Là où moi j'en avais 6, et elle a largement gagné, genre 144 ou un truc comme ça. Et je trouvais ça intéressant de ce score et cette victoire juste avec 2 objectifs. Là où j'ai l'impression que souvent il faut aller chercher des objectifs, mais en fait là c'est surtout le fait de mettre beaucoup de grandes lignes et tout. Donc voilà pour l'anecdote. Holy Jolly. Ah, on retourne chez 25th Century Games, donc un jeu de Ben Pinchback et de Matt Riddle, illustré par Robin Banks. Toujours curieux de 25th Century Games, vous l'avez vu. C'est un jeu pour les périodes des fêtes où on dispose des cartes comme ça et où on va essayer de les récupérer pour faire des collections et marquer plus de points que les autres. Pour récupérer, par exemple, si je mets... en fait, il faut recouvrir une des 3 trucs centrales, là, que ce soit les guirlandes, soit les guirlandes lumineuses, soit les guirlandes pas lumineuses. Et on fait le total, par exemple, de... Là, il y a 9, donc je peux prendre un truc qui vaut 9. Précisément 9, donc par exemple ce Père Noël. Ou bien je peux prendre là, si j'ai entre 0 et 5, ou à droite du pied du tronc, si j'ai 6 ou plus. Voilà. Et donc, je vais essayer de scorer... soit en faisant des collections des mêmes trucs, soit ça a des petits effets, soit là par exemple, si j'arrive à avoir les 3, ça me fera 15 points. Rien de bien original, hein, on va pas se mentir. C'est pas le pire jeu, encore une fois, de 20th Century Games, c'est pas le meilleur non plus. C'est assez quelconque, c'est un jeu de collection assez bateau,
Voilà, là aussi c'est de la collection. Celui-là, là, c'est si on est la personne qui a le plus de cartes bonhomme de neige, on marque 4 points par carte, sinon on marque 2. Bon voilà, il y a les petites notions de blocage et tout qu'il y a habituellement là-dedans, le thème est rigolo, la disposition des cartes est rigolote, mais voilà, je vous avoue que le système de prise est assez quelconque aussi. Pas inoubliable du tout, hein. Vous pouvez oublier tout de suite. Adara, il est arrivé sur BGA en alpha, il y est toujours, et j'ai fait plusieurs parties ces dernières semaines, et je vous en avais parlé, ça devait être en décembre, et c'est un jeu qui m'a... Alors c'est pas du tout le jeu du siècle, mais c'est un jeu qui m'a agréablement surpris par rapport aux attentes que j'en avais avant de le découvrir sur Yucata, puisqu'il est aussi sur Yucata. C'est vraiment un jeu assez simple, avec construction de moteur, réduction des coûts progressive, montée en puissance et tout, avec vraiment des pistes sur lesquelles on avance. Mais je vous avoue que moi j'ai longtemps été mis de côté par la couverture du jeu, alors pas celle-ci, que je trouve pas belle non plus, mais celle de la version française, qui est en fait celle-là, qui évoquerait absolument rien pour moi, alors qu'en fait c'est les couleurs des cartes, mais je vous avoue que quand je voyais ça, je m'attendais en fait à un jeu presque abstrait ou quoi, à la Splendor. Et on n'en est pas si loin, mais je trouve que le sentiment de jeu est plutôt mieux. Donc ouais, pas un mauvais jeu, toujours un bon moment passé dessus. Mandala, je l'ai fait découvrir à Paul Gara, je l'ai fait découvrir aussi à d'autres personnes, et j'ai refait des parties. Toujours ce très bon jeu à deux de Trevor Benjamin et Brett J. Gilbert. Je le trouve toujours très très bien. Très tendu, on ressent pas trop le thème du mandala, ça c'est clair, mais vraiment très agréable. J'aime beaucoup ce système de scoring qui est pas très original non plus, mais qui fonctionne bien, les contraintes de placement, c'est assez tendu et tout, ça se joue vraiment vite. Si vous avez l'occasion de l'essayer, c'est chez Funforge, je crois, c'est un très bon jeu à deux, je trouve. Mandala. Lui, je vous en avais parlé, je pense, la dernière fois. Bah lui, c'est le pire de 25th Century Games. Je lui ai mis 1. Parce que franchement, c'est pas possible, quoi. Et par contre, je le dis dans ma vidéo des découvertes de Mars, mais c'est sûrement un des jeux que j'ai le plus joué en Mars, parce que c'est tellement ahurissant que t'as envie de le faire découvrir et de dire, regardez ce qui existe, quoi, c'est ouf. Je rappelle le principe juste vite fait, c'est soit on prend 2 poissons, donc une carte avec 2, soit 2 cartes avec 1, soit on complète un objectif, et on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objectifs dans la pioche. Et c'est tout. Et comment tu peux sortir ça en 2022, quoi? Comment tu peux avoir envie de créer ça même en 2022? Enfin, c'est assez ahurissant. Alors, le packaging est mignon et tout, hein, mais c'est ouf. C'est tellement ahurissant comme dit que je le fais découvrir à plein de monde parce que je trouve ça incroyable. Ça remet des perspectives en fait sur ce qu'est un bon jeu ou pas. Un autre bon jeu à deux que j'ai découvert là, je l'avais pas encore découvert avant, c'est Basilica, qui est en fait un jeu de 2010 de Lucas M. Pogoda, illustré dans cette version-là par Juan Pablo Fuentes Ruiz chez Portal, qui avant était chez Rebel. Voilà, que pas le même genre, mais ça va. Et honnêtement, c'est un jeu qui, de 2010 à 2022, il est toujours agréable. Il est assez simple, mais comme souvent dans les jeux à deux, assez tendu, potentiellement assez méchant. C'est un jeu de bête majorité sur le... J'essaie de vous trouver une image un peu parlante. Est-ce qu'on voit bon, voilà. On va placer des tuiles comme ça, on va se placer nos petits zigotos, et quand ça va arriver à certains scorings, il y en aura 3 dans la partie, qui sont les moments où on atteint 10, 20 ou 30, avec ce jeton, qui progresse petit à petit avec certaines tuiles, et ben on va scorer des questions de majorité sur les zones, donc on va regarder chaque zone où il y a des personnages, et la personne qu'on a le plus va marquer autant de points que le nombre de tuiles de cette zone-là, tandis que l'autre gagnera autant de points que le nombre de ses personnages. Donc voilà, majorité assez classique, puis on va dégager certaines tuiles, on va faire descendre le tout, on va dégager tous nos bonhommes, ça c'est intéressant parce que ça permet de se replacer et tout. Donc ça c'est très classique, ce qui va donner un peu de peps au truc, c'est un peu longuet je trouve, un peu trop. Ce qui va donner du peps c'est ces trucs là. D'ailleurs là c'est mal placé ce truc là, j'ai l'impression, soit. J'essaie de vous trouver une image qui le montre bien. Il y a un côté un peu salade de points dans la manière de sortir les trucs. C'est-à-dire que dès qu'on prend une tuile pour la poser, elle est remplacée par celle d'au-dessus, qu'on va retourner, et donc au dos de ça il y a une tuile jaune. Au dos de ça il y a une tuile bicolore, bleue et verte. Mais le truc c'est que on peut soit donc prendre une tuile et la poser, soit poser un de ses ouvriers, soit activer un pouvoir de cette ligne-là.
Et les pouvoirs, ça va être déplacer un pion adverse, ça va être la zone sur laquelle vous posez ce pion-là va valoir 2 fois plus, ça va être retirer un de vos pions ou bien déplacer un de vos pions à vous, ce genre de truc. Vous rajoutez un vitrail à tel truc, ça augmente la valeur de la zone, des choses comme ça. C'est des trucs assez violents qui vont créer de la forte interaction, et aussi qui vont permettre parfois de prendre cette huile-là juste pour se protéger de l'action de l'adversaire qui pourrait utiliser celle d'en haut, et ça c'est assez cool, ce petit rythme là, et puis comme dans Salade de points, comme dit, il y a ce côté où tu prends et pouf, ça se remplace, c'est assez élégant d'un point de vue du... En fait c'est juste du rythme de jeu où tu fais tac tac, hein, c'est plutôt sympa, un bon jeu à deux qui est sur TTS, comme dit il est un peu longuet, alors au début je me trompais sur une règle, en fait à cause du playmat, qui est sur la version TTS, là, on dirait que le truc s'arrête là, et du coup, en fait, on complétait ça, et du coup, la fin de partie était interminable même. Mais en fait, on peut continuer en dehors du tapis. Et pour le coup, là, le matériel, qui est là pour un peu l'édition, m'a induit en erreur au niveau de la règle, ce qui fait que moi, les premières parties, on était là, et le troisième tiers, il était interminable, parce qu'en fait, on pouvait plus jamais rajouter de trucs, donc le pion qui permet d'avancer la partie n'avançait plus. C'était insupportable. Et en fait, c'est juste parce qu'on peut effectivement dépasser de ça. Et moi, je le devinais pas, en fait. Alors que pourtant, là, on peut le deviner grâce à ça qui se prolonge, mais voilà. Ou en lisant bien la règle, évidemment. Mais ouais, je vous conseille de l'essayer si vous avez l'occasion et que vous êtes friand ou friande de jeux à deux. On en a parlé. J'ai pas mal joué à Basilica, j'ai trouvé ça plutôt cool. Oli joli. J'ai fait découvrir Antinomy à Julien et Paul Gara de chez Proxy Jeux. Paul Gara qui a passé une partie vraiment à subir. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus, j'en ai même parlé dans mes découvertes de février, dans vraiment les tops. Ça reste toujours aussi cool, enfin moi c'est exactement ce que j'aime en termes de jeu, en termes de rythme de jeu, en termes de chaos, en termes de petites prévisions qui peuvent être mises à mal et tout, vraiment très bien. Je trouve ça vraiment super. Antinomy, pour moi pour l'instant c'est le meilleur button shade de ceux que j'ai essayé, hein, sans hésiter. Alors regardez, vous allez voir, à chaque fois c'est des personnes différentes. Là c'était Paul Gara, là j'ai dit à Julien, vas-y, il faut que tu découvres un truc. Sunset Over Water, j'en parlerai aussi dans le bilan de mars, c'est un jeu qui est chez Pencil First Games, qui est un éditeur sur lequel je vais me pencher aussi dans les mois à venir, je pense, illustré par Beth Sobel, et avec, en fait, Hélène Zu, c'est la personne qui a fait le design des meeples, et je crois que c'est Keith, lui, il a fait uniquement... Salut Kirsis, comment vas-tu? Qui a fait uniquement le mode solo, que j'ai fait plusieurs fois et que je trouve meilleur que le mode à plusieurs, enfin pas forcément meilleur, mais en tout cas différent et avec des cartes intéressantes. Alors, je parlais de Beth Sobel, c'est beau, hein, les images, individuellement elles sont très belles, comme souvent chez Beth Sobel, mais moi je sais que je suis pas du tout client de l'agencement comme ça me fait mal aux yeux, quoi. Je trouve ça vraiment assez violent. Enfin, ça fait un côté patchwork et tout qui est assez disgracieux, je trouve. Sinon, en termes de jeu, on est dans du assez classique, où on va avoir des cartes en main, on les voit ici. Écoute, ça va, Kirsis, on fait aller. On va en avoir 3, on va en choisir une. Selon l'heure dessus, ça va déterminer l'initiative de jeu entre les personnes autour de la table. Quand on joue en solo, ça va déterminer certaines actions automatiques. Ça va déterminer où on peut se déplacer, de combien de cases et combien de paysages on peut peindre, puisque c'est ça l'idée. Et vous voyez que ces paysages, quand on les récupère, donc quand on les peint, ils ont certaines icônes. Et ben ces icônes, on en a besoin pour valider des objectifs. Et c'est... Voilà, hein. C'est pas ouf, hein, compléter des cartes avec des objectifs, avec des symboles. Moi j'aime bien le système d'initiative, mais c'est parce que c'est un truc que j'aime bien, que ce soit dans Valbara, même si je suis pas le plus grand fan de Valbara qui soit, mais j'aime bien ce système-là, que ce soit dans Fresco aussi, il y a ça. Ça c'est un truc que j'aime bien. Par contre, effectivement, en fait l'idée de déplacement est bien, parce que l'initiative va parfois permettre de piquer des trucs sous le nez des autres et tout. Reste que bon, ouais. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça mémorable non plus. Mais puis il y a des petits objectifs en plus, effectivement, quand on joue à plusieurs. C'est pas nul. C'est assez tranquille pour le coup, je trouve qu'on ressent... Enfin, on ressent pas le thème, non. On va pas dire n'importe quoi non plus. Enfin, on n'a pas l'impression d'être un peintre ou un promeneur, mais disons que le rythme de jeu est vraiment chill. Et correspond à l'aspect chill de l'idée d'un sunset, donc d'un coucher de soleil au-dessus de l'eau. Même si en fait il y a de l'eau et tout. Il n'y a pas que de l'eau, hein. Mais bon. Voilà, c'est pas mémorable. Essayez-le si vous... Mais pour le coup, c'est pas mémorable du tout. Mais
c'est un jeu que je pourrais recommander. Voilà, ça c'est pour le mode solo où on va rajouter des trucs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu à plusieurs, on va de toute façon compléter le tableau. Là où en solo, on ne complète que si on fait certaines actions. Et ça, je trouve ça intéressant en termes de dynamique. Voilà, bon. Encore une fois, comparé à par exemple Sunny Day Sardines ou même aux autres jeux là, de 25th Century, on est quand même un petit niveau au-dessus. C'est pour moi assez quelconque, mais que je serais capable de recommander ou de. Ouais, ou plein de trucs, quoi. Il est dispo aussi en print and play, mais ouais, pas mémorable quand même, hein, on va pas se mentir. Tac, là j'ai fait plusieurs jeux en solo. Alors il y a aussi le fait qu'en solo c'est un score à atteindre et je suis pas le plus grand fan de ce genre de truc. Gingerbread House, la petite maison en pain d'épices, j'en ai refait quelques parties donc de Phil Walker Harding chez Lookout. J'en avais parlé la dernière fois, je vais pas revenir dessus précisément, mais c'est toujours un jeu que j'aime bien. Que je trouve assez cool, même s'il est aussi assez classique, puisqu'il s'agit de récupérer des ressources pour valider des contrats, des objectifs. Mais j'aime bien la façon dont on récupère des ressources, j'aime bien les petits bonus, j'aime bien la manière dont on va essayer d'optimiser ça, j'aime bien le rythme du jeu, j'aime bien la fenêtre de choix du jeu, donc plutôt cool, plutôt cool. Agueda, j'y avais rejoué pour voir un peu. C'est comme dit, en fait, c'est rigolo parce que dans les découvertes de février, j'avais dit ouais, bon, c'est un peu quelconque, on va oublier, mais finalement, de 25th Century Games, ça fait partie des meilleurs en fait. Comme quoi, ça reste pas désagréable, mais c'est quand même assez oubliable. Je vous en avais déjà parlé, mais j'y ai quand même joué plusieurs fois parce que c'est plutôt facile à jouer et tout. On retourne chez 25th Century Games, mais avec un Knizia cette fois, qui devait trouver personne, et où il s'agit de faire des planches de surf. Et un peu comme dans les cités perdues, il va s'agir de les faire du plus petit au plus grand, d'une même couleur, donc on retrouve un peu ça, même si en termes de sensation de jeu, c'est assez éloigné des cités perdues. Là aussi, il sera dans mon bilan de mars. J'aime bien, d'un point de vue visuel, comment on assemble les planches pour les faire devenir de plus en plus longues. On est obligé de mettre la même couleur, ça c'est des petites planches Joker, ce genre de truc. Alors ce qui est cool par contre avec 25th Century Games, c'est qu'ils font des jeux qui sont pas ouf, mais en termes de com par contre, pour faire les vidéos, c'est super, parce qu'ils passent que par KS, parce que finalement leurs jeux sont tellement pas bons que ça passerait peut-être pas autrement. Mais par contre, quand il s'agit de trouver des images pour illustrer des vidéos ou quoi, bah en fait il y a ce qu'il faut. Et ben putain, si seulement les éditeurs classiques qui font des meilleurs jeux pouvaient faire ça, ça serait cool. Mais donc ouais, celui-là est pas trop mal. Bah voilà, il suffisait de Knizia derrière. Notamment, en fait, il y a une action qui est intéressante, puisque à son tour, soit on récupère des planches qu'on met dans sa réserve, soit on rajoute des planches à des planches existantes, ou on en construit des nouvelles. Soit, et c'est là l'action la plus intéressante, on va piquer une planche à quelqu'un d'autre pour tout de suite la rajouter. Donc en fait, c'est deux actions en une, mais pour aller piquer une planche, faut la payer avec une planche de plus haute valeur, ou des planches de plus haute valeur. Et du coup, les planches deviennent des monnaies d'échange. Et ça, c'est une action plutôt intéressante. Après, en termes de scoring, c'est pas mémorable. Il y a des petits objectifs qui en fin de partie, et sinon, c'est les petits stickers là qui sont là, qui rapportent des points. Pour les planches de 4 ou plus. 4 cartes ou plus. Et celles de moins, elles font perdre des points. Ça, c'est pas le plus intéressant. C'est vraiment cette petite action d'utiliser ces cartes-là comme monnaie d'échange qui est assez cool parce qu'on offre des opportunités et tout. Mais bon, c'est pas mal. Pas inoubliable hein, non plus, mais j'aime bien cette petite mécanique là, j'aime bien le petit effet visuel et tout. Donc voilà, et merci à eux, 25th, pour encore une fois les visuels, parce que pour habiller des vidéos c'est pratique. On a refait quelques 61 feuilles d'automne avec des petits scores, qui, bon je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, hein, c'est un des Roll and Ride que je trouve pas mal, mais assez quelconque quand même. Super Mega Lucky Box, on y joue un peu moins ces derniers temps, mais ça reste toujours super gros score là, 74. Ça reste toujours un des meilleurs jeux de l'an dernier. Salut Julien, comment vas-tu? Lucky Numbers, un des meilleurs jeux de tous les temps. Si c'est lui qui distribue Three Sisters, bah Three Sisters, j'ai commencé à regarder les vidéos ou quoi, je le ferai sûrement. Tout à fait. Qui avait l'air pas nul non plus, mais ça m'avait l'air un peu alambiqué. Mais ils font plein de trucs, hein. Ils font 26 milliards de jeux par an. C'est Salt and Paper, où on a continué à faire pas mal de parties, toujours aussi bien, on s'approche doucement des 100 parties, comme vous le voyez, et c'est toujours très cool. Longboard, toujours. Tac, Basilica, vous avez vu, c'est déjà la 5ème. Mandala, que j'ai toujours trouvé très cool. Kariba. Alors celui-là, je l'ai découvert sur Tabletop, et là aussi, alors, faut savoir que je l'ai découvert à 3. Je me suis dit, ouais, et en fait, c'est vraiment à 2 qui prend tout son sel. C'est un jeu de Knizia aussi, si je dis pas de bêtises. Chez Helvétique, dans ces petites boîtes d'Helvétique. Il est par là, hop.
Et du coup, même, je l'ai acquis. Parce que je l'ai trouvé vraiment très bien à 2. C'est un petit jeu sur la chaîne alimentaire où, je sais pas si vous avez joué à Dragon Heart ou à Opal, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la mécanique des nains de Dragon Heart enfin en tout cas le ressenti dans tout le jeu, c'est-à-dire que il y a cette ouverture qu'on fait aux autres, mais on n'a pas envie, mais en même temps on se fait des ouvertures à nous en espérant que l'autre n'en profite pas. Ce qui fait que c'est assez tendu à 2, à 3, à 4, c'est vraiment le bordel. Mais, euh, mais sinon, c'est plutôt cool. La thématique est plutôt pas trop mal trouvée. Elle sert le jeu, ça va. C'est pas la pire qui soit. Euh, ouais, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Très accessible aussi. Il y a un petit peu de mémoire même qui peut rentrer en jeu et tout. Plutôt une bonne découverte, notamment à 2. Startup, j'ai joué un petit peu moins aussi, mais on a dépassé. C'était la 51e partie. Toujours un des jeux que je préfère de chez On Games, toujours aussi merveilleux. Je vous l'avais déjà présenté. Dragon Heart, un de mes jeux à 2 préférés, toujours. Ça aussi, hein, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je ne m'attarde pas dessus. Voilà, là, une partie à 4. Et en fait, c'est vraiment là, en jouant à 2, que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est bien. Mais c'est pas parce que j'ai gagné, hein, promis. Parce que là, j'avais aussi gagné, hein, et pourtant. Mais vous voyez, là, c'était tabletop et tabletop. Encore tabletop. Et là, à 2, quand j'ai joué à 2, je me suis dit, ah, ok, ouais, là, il y a un bon potentiel. Kuzuka, je vous en avais déjà parlé, j'en ai parlé plus longuement chez Proxy Jeux, c'est ce jeu de Léo Colovini chez Pegasus, qui est un jeu de coopératif à communication limitée, qui est plutôt très cool, on y a rejoué, c'est toujours très bien. On joue toujours avec le mode de base en plus, donc j'ai hâte d'essayer d'autres modes, et on y joue toujours à 2, j'ai hâte d'essayer à plus, notamment. Mais si vous avez l'occasion. Et ça, alors ça. 535, c'est un jeu d'escalade, de défausse, et qui est super. Vraiment super. J'attends d'y jouer encore. Enfin, j'ai joué à 3. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est super à 2 aussi. Ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de jeu. Il y a notamment Scout, que moi j'aime bien, même à 2, mais qui est clairement inférieur à une version à 4 ou 5. Là, même à 2, c'est vraiment très bien. C'est vraiment... Enfin, alors, c'est un jeu qui a été réédité, là c'est la version Portland Collective, illustrée par Saibepu et donc de Kenichi Kabuki. Donc il y a, à 2 en tout cas, il y a 4 cartes de 1 à 15. Et il y a, si on joue à plus, il y a 5 cartes de 1 à 15, mais il n'y a pas de 6 ni de 10. D'où le 5, 3, 5. Il y a 5 cartes, puis 3 cartes, puis 5 cartes. Pourquoi ? Alors c'est pas le truc le plus intéressant du jeu, mais c'est pour éviter, c'est pour forcer à mettre fin en fait au pli à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'on peut pas faire des suites de plus de 5, et le nombre on peut pas non plus faire plus d'un carré quand on joue à 2 de une valeur. Le principe c'est assez classique, c'est on va jouer des cartes et il faut monter sur ce qui est proposé. Donc si je joue un 2, derrière, il faut jouer une carte plus forte, jusqu'à 15. 15, c'est la carte la plus forte. Si je joue donc à notre tour de jeu, on peut jouer 1, 2 ou 3 cartes, pas plus. On peut pas jouer les 5 d'un coup. Si je joue 1, 2, 3, non, donnons l'exemple, si je joue 2, 2, donc une paire de 2, il faut mettre des paires plus fortes. Donc une paire de 3, une paire de 4, une paire de 5, etc. Si je joue un brelan de 3, il faut jouer un brelan plus puissant. Si je joue le 11, 12, 13, qui est donc une suite, là, les suites sont plus fortes, plus la valeur est petite, plus la valeur de la suite est forte. Donc la meilleure suite, ce serait 1, 2, 3. Voilà. Ça donne de l'intérêt aux cartes les plus petites et tout, ça c'est déjà un petit twist qui est cool. Non, on peut pas faire des trous dans les suites, enfin je sais pas ce que tu entends par là, mais par exemple si je peux pas faire 11, 12, 14. Par contre, on peut passer de 12, 13, 14 à 7, 8, 9, si c'est la question. Et donc, on joue comme ça jusqu'à ce que, que quelqu'un ait joué toutes ses cartes. Et à ce moment-là, les personnes à qui il reste des cartes en main marquent les petits points qu'il y a écrits là, en dessous. Donc, évidemment, les cartes qui sont plus puissantes valent beaucoup de points, et là, beaucoup moins. Et le 8, qui est un peu particulier, en vaut 5. Donc, admettons que j'ai fini et qu'il me reste un 3, un 4 et un 8. Ça me fait 7 points. Quand on joue à 2, on fait que 2 manches, et la personne qui a le moins de points a gagné. Si on joue à plus, on va jusqu'à 20 points, et la personne qui a le moins de points, quand quelqu'un dépasse 20 points, a gagné. Il y a encore un twist quand même qui est très important et qui donne vraiment son sel au jeu. Déjà,
je donne les deux autres petits trucs. C'est que si à tout moment il y a une suite de 5 ou un carré de n'importe quelle valeur, par exemple 4-3 quand on est à 2 ou 5-3 quand on est à plus, à 4 ou 5, ça met fin au pli immédiatement. Tac, et puis on reprend la main. Donc si je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, pouf, je reprends la main tout de suite. Également, si je joue le 8, il est un peu particulier, vous le voyez, il a son petit éclair et tout, bah idem, ça met fin tout de suite au pli, et ça permet à la personne qui a joué le 8 de reprendre la main. Ça donne un peu de dynamisme dans tout ça. Mais donc, le twist principal, qui fait ce jeu vraiment un truc super, c'est que, à son tour, je vous ai dit, on peut soit passer, soit monter. Mais, on peut aussi rajouter une carte pour transformer la combinaison. C'est comme ça qu'on peut faire des suites de 5, puisqu'on a le droit de jouer que 1, 2 ou 3 cartes. Si j'ai mis 2, 3, enfin 1, 2 et 1, 3, j'ai une suite de 2. Je peux soit monter sur cette suite, par exemple avec un 1, 2, mais je peux aussi rajouter 4, 5, et du coup on est sur une suite de 4. Donc 2, 3, 4, 5. Derrière, je peux faire 1, 2, 3, 4, ou bien je peux rajouter le 1, et donc avoir ma suite de 5. Et en fait, cette possibilité de rajouter des cartes à la combinaison pour la transformer, par exemple si je commence avec 2, 3, avec une paire de 3, pardon, une paire de 3, bah, je peux soit faire une meilleure paire, soit rajouter des 3 pour faire un brelan ou un carré de 3. Et ben en fait ça change vachement la dynamique parce que ça donne déjà de l'intérêt à toutes les cartes, et en plus ça force à réenvisager vachement sa main. C'est-à-dire que des fois il y a des combinaisons qui sont très bien, mais qu'on va casser parce qu'on va se dire ah oui mais là je peux reprendre la main en faisant ça, ah là je peux utiliser mon 8 comme ça, et c'est vachement cool de ce point de vue là en fait. Et surtout aussi, vous savez, dans beaucoup de jeux d'escalade à combinaison où il faut monter, on se retrouve des fois avec des cartes toutes seules vers la fin, et en général on essaye d'abord souvent se débarrasser des cartes seules qui vont un peu empêcher de faire des combinaisons. Bah là même ces cartes seules peuvent être utiles parce que comme on peut les rajouter juste à une combinaison qui a déjà été posée, si j'ai mon 4 tout seul, si quelqu'un pose un 2, 3, bah je peux juste mettre mon 4 et j'ai fini. Et du coup c'est assez malin, et c'est vraiment ça, plus le côté où les suites sont plus petites, qui vraiment donne son identité au jeu, bien plus que le manque du 6 ou du 10 qui sont là pour des questions pratiques. Mais et du coup il est très bien à 2 aussi, hein. Pour le coup, enfin on a joué beaucoup à 2, on a une quinzaine de parties en tout, on a joué à 3 et à 2, et vraiment super. Pour le coup je trouve ça vraiment brillant. J'attends de voir un 4 ou 5, mais vraiment une très très bonne découverte pour le coup de ce mois-ci, hein. Si vous avez l'occasion d'essayer, faites-le. Lost Seas, on avait joué avec Peter qui est chez Proxy Jeux sur BGA, où il m'a mis une petite pile. Toujours plutôt sympa, pas mémorable, mais mieux que ce que je m'attendais à la base, et je le trouve toujours aussi joli, et c'est un jeu que je trouve plutôt élégant, même si un peu brain peut-être sur petit à petit, mais c'est assez cool parce que t'es forcé vers la fin, t'es là, tu te dis j'y arriverai jamais quoi, à faire mon truc, et tu commences à tout détruire, c'est plutôt cool. Il n'est pas sorti en France, mais alors pour le coup il est très facile à émuler parce que comme dit, pour jouer à 2, il vous suffit d'un jeu de tarot, je crois. En fait il faut 15 cartes en 4 exemplaires si vous jouez à 2, et en 5 exemplaires si vous jouez à plus, à 4 ou 5. Si vous jouez à 2 ou 3, vous pouvez... Alors est-ce qu'il y a 15 cartes avec un jeu de tarot? Non, il n'y a pas 15 cartes, un jeu de tarot c'est 14, hein. Je crois, hein. C'est les 10 plus les 4 figures. Donc ça marche pas. Mais bon, c'est pas le plus difficile à émuler quand même, hein. Mais sinon, il est effectivement, lui, disponible pour le coup chez l'éditeur, chez Portland Game Collective. Bon, en import quoi. Mais c'est vraiment cool. Et donc, il est prévu qu'il refasse d'autres jeux aussi, hein. Mais très très bien. Très très bien. Donc, ouais, Lost Seas, plutôt toujours sympa. Ouais, Stitchen, carrément, ouais, carrément. Stitchen permet d'émuler la plupart des jeux de pli que j'ai pu découvrir. On avance, toujours du Kariba, vous avez vu que j'ai privilégié les parties à 2. King Domino Duel, je vous en ai parlé la dernière fois, j'ai trouvé ça assez quelconque, et le fait d'y rejouer pour confirmer m'a fait confirmer, c'est-à-dire que j'aime bien cette idée-là, mais j'avoue que la combinaison des dés, le choix des dés, le scoring qui est le même que dans King Domino, le choix des dés, je l'aime moins que le choix et les implications du choix de King Domino de base. En plus, pourquoi 2 ouais. À oublier, pour moi. Aguila que j'ai fait découvrir à Paul Gara. Hop. Et vous avez vu qu'on enchaînait les parties, hein, sur 535, qui est aussi disponible sur Playing Cards JO si jamais.
Et là, voilà, là, je l'avais acheté, c'était la première partie IRL. Antinomique, j'ai fait découvrir à Cyrus. Ah bah voilà, là c'est le jour où on devait jouer avec Cyrus et où j'ai pas pu y aller. Du coup, on a fait des jeux en ligne. Il m'a fait découvrir un Mindbug que j'ai derrière moi là-bas, quelque part, dans ce bordel, qui est cool. Donc le jeu d'affrontement où il y a Richard Garfield, mais pas seulement, de Scaf Elias, Garfield, Egan et Kudal, chez Nerd Lab Games, et en français chez Yellow. Et effectivement, c'est très bien. C'est très cool, très efficace, où il faut faire descendre les autres, l'adversaire à 0 alors qu'il a que 3 points de vie. Et alors, il faut que je vous dise que il y a un truc bien vraiment dedans, c'est le Mindbug, ce qui est bien parce que c'est ce qui donne la particularité au titre et qui donne son titre au jeu. C'est vraiment ça qui va introduire une nouvelle dynamique, une dynamique de bluff, des sentiments particuliers. Karuba, j'ai jamais joué, mais ouais, il avait l'air cool aussi, Karuba, mais effectivement, pas grand chose à voir, si ce n'est que c'est aussi allemand, je crois. Je trouve vraiment que la mécanique de Mindbug est vraiment super, que aussi la durée de partie est très bonne, que le fait que c'est en 3 points de vie et tout, c'est vraiment top. Juste, je trouve que tu retires le Mindbug du jeu, le jeu est un peu quelconque, quoi. C'est-à-dire que les pouvoirs, bon, la DA et tout, m'est plutôt indifférente, mais le système de jeu, alors qu'il n'y a plus de mana et tout, ça c'est plutôt cool, mais d'affrontement, de blocage, les petites capacités, c'est vraiment du déjà vu. C'est vraiment pas là-dessus que le jeu tire son épingle du jeu, et ce qui fait que si on a utilisé les deux Mindbugs des deux côtés, le jeu est un peu moins bien. Mais ouais, j'ai lu aussi ça pour les furtifs, effectivement. Alors je sais pas, j'ai pas joué assez pour vraiment avoir un avis sur l'équilibrage du jeu. Mais je peux l'imaginer, je crois que les furtifs, c'est justement ceux qu'on voyait, c'est eux là, je crois. Mais j'avoue que ouais, alors la petite test de la boîte, elle est pas comme ça, voilà. Chez Yellow, c'est une boîte un peu plus grosse, bon, pas énorme non plus, hein, mais c'est pas le petit paquet de cartes qu'on peut voir par ailleurs. On est plus sur ce format-là. Les furtifs, j'essaie de vous les trouver. Mais ouais, j'ai aussi lu ça, effectivement. Mais sinon, ouais, tu retires les Mindbugs. Effectivement, le jeu est très quelconque, mais les Mindbugs apportent énormément de sentiments de jeu. Et ça suffit, hein, parce que c'est un jeu rapide. Et ça donne vraiment une sensation spécifique au jeu, qui est vraiment super. Ah oui, les furtifs. Non, c'est un des pouvoirs, les furtifs, c'est ça, ouais. Ouais, c'est possible. C'est possible. J'ai fait qu'une partie encore une fois, mais j'ai trouvé ça plutôt convaincant. Comme dit, surtout sur la mécanique de Mindbug qui introduit. En fait, c'est rigolo parce que, vous verrez, j'en parle aussi dans le bilan de mars, mais le moment où tu es là et tu dis est-ce que tu me Mindbug ou pas, en fait, ça pourrait péter le rythme et rendre le jeu chiant, et je peux l'entendre, mais en même temps, c'est un moment de tension, et qui est vraiment le moment où tu es impatient, où tu as du suspense et tout, et je trouve ça vraiment assez cool. Donc, plutôt une très bonne surprise. Bonne surprise aussi pour Star Wars, le jeu de deck building, dont j'ai fait plusieurs parties depuis, de Caleb Grace, illustré par pas mal de monde chez FFG. C'est Star Realms, mais avec des idées thématiques en plus, avec quelques modifications en termes de jeu. Là aussi, il y a plus 50 points de vie, mais il y a 3 bases à détruire. Alors ça, c'est la Rébellion en rouge, et ça, c'est l'Empire en bleu. Et alors, il y a vraiment le système de Star Realms, c'est-à-dire opposition, rivière de cartes. On peut attaquer la base, mais avant il faut détruire les vaisseaux, des capital ships adverses, qui sont les bases dans Star Realms en fait. Les bases qui vont elles rester en jeu, tandis que les autres cartes elles vont dégager à la fin. On acquiert des cartes, elles vont dans des fosses très classiques. Très classique, il y a un mode qui est ouf sur Tabletop Simulator, c'est assez brillant. Alors je parlais de 25th Century Games qui font une communication de fou sur leur jeu moyen. Là c'est quand même Star Wars, c'est quand même grosse licence, potentiellement gros public, et en termes de com, FFG et Asmodée, il n'y a que dalle en termes d'image, quoi. Alors là, c'est vraiment zéro, quoi. Enfin, sur une licence comme ça, tu peux quand même. Enfin, tout ce qu'ils ont comme truc, c'est ça. C'est ces bidules-là. Enfin, c'est pas possible. Franchement, Star Realms est très bien. Shard, j'ai jamais joué. Celui-là, vraiment, donc, il se repose vraiment sur le cœur de Star Realms. Au point que, franchement, ils auraient pu mettre les auteurs dans la règle, hein. Je sais pas si c'est le cas, je pense pas. Mais les petits twists qu'il va amener à Star Realms, il y en a plusieurs, plus ou moins importants. Il y a déjà les bases à détruire, donc, qui sont pas des points de vie à éliminer. Il faut détruire, en version normale, 3 bases adverses.
Ces bases-là, par la base de départ, t'en as plusieurs, et quand tu te fais détruire ta base, tu choisis parmi un éventail de bases qui ont des pouvoirs différents, qui vont dire quand t'arrives en jeu, tu prends n'importe quelle carte dans la rivière. Cette base-là, les 2 premiers dégâts qui lui sont infligés chaque tour sont prévenus. Donc c'est assez cool de ce point de vue-là, déjà, les bases qui ont un peu de personnalité. Il y a la première carte que tu acquiers dans le tour, quand cette base est en jeu, au lieu de la mettre dans ta défausse, elle va sur le dessus de ta pioche. C'est plutôt cool. Ça, c'est un premier twist. Deuxième truc, qui est plus anecdotique, même s'il est quand même plus important que ce que je pensais au début, c'est ce truc-là, là, qui est de ce côté-là, la piste de la force, qui, si tu commences ton tour en ayant la force complètement de ton côté, ça te fait une ressource de plus pour acheter des cartes, mais ça, c'est très anecdotique. Mais là où elle prend de l'importance, c'est qu'il y a des cartes qui disent, si la force est de ton côté, donc pas forcément entièrement de ton côté, mais juste, eh ben ça fait des petits effets en plus, et ça c'est cool. Ça lui donne vraiment de l'importance, bien plus que la petite ressource que tu as au début du tour. Et surtout, il y a 2 autres twists, qui sont ceux que tout le monde a relevé. Hein. D'un côté, c'est le côté faction de certaines cartes. Il y a des cartes neutres, que tout le monde peut acquérir, mais sinon, les cartes rouges, donc la rébellion seulement peut les acquérir, les cartes bleues, seul l'Empire peut les acquérir. Et la dynamique est vachement différente entre les deux, selon ce qu'il y a dans la rivière. Mais surtout, tu parles de quoi, de la force ou des factions? Non, la force, franchement, non. Non, parce que pour le coup, bon, la ressource, comme dit, on s'en fout, et tu peux gagner sans les cartes qui te disent. En fait, ça rend juste certaines cartes très puissantes, et dans ce cas-là, il faut aller contrer en jouant des cartes qui te donnent la force. Franchement, j'ai pas trouvé ça. Enfin, moi, de ce que j'ai joué, j'ai pas eu l'impression que c'était décisif. Bien moins que certains pouvoirs de cartes, quoi. Mais donc, le dernier twist, c'est que les cartes qu'on ne peut pas acquérir, par exemple, je suis l'Empire, je peux pas acquérir celle-ci, mais pour le même coût que l'acquisition, donc pour 3, je peux la détruire avec ma force de combat. Ce qui fait que, contrairement à Star Realms, où la force de combat sert surtout à buter les bases et à taper l'ennemi, là, ça lui donne encore un autre intérêt, notamment en termes de répartition et tout, on peut vraiment répartir un peu comme on veut, et quand on arrive à détruire une carte, ça nous donne un petit bonus, qui peut être très très utile à des moments X ou Y. Donc c'est vraiment cool de ce point de vue-là, et surtout, le fait de détruire les cartes adverses, ça permet aussi de renouveler la rivière, donc même s'il n'y a que des cartes rouges, alors que je joue bleu, je peux les taper, et ça va renouveler le truc, ou au contraire, s'il n'y a que quelques cartes rouges, je peux même faire en sorte qu'il n'y en ait plus du tout. Là-dedans, il y a en plus les cartes neutres qui, du coup, vont permettre d'éviter que ce soit trop le cas et trop du lose-to-lose. Mais comme dit, le cœur, c'est vraiment Star Realms, mais il y a vraiment suffisamment de petits trucs qui, à la fois, collent à la thématique et apportent un peu de renouveau. Donc, très bonne découverte, je trouve ça très bien, pour le coup, si vous avez l'occasion. Donc là, les sardines que j'ai fait découvrir cette fois à Cyrus. Avant de lui faire découvrir Beer and Bread, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, j'en ai parlé dans le bilan de février, c'est un jeu que je trouve très bien. Jeu avec une phase de draft, une phase où il y a plutôt une rivière, de collecte de ressources, de dépenser les ressources, de multi-usage de cartes et tout. Il sortira en français courant en mai, je crois, ou peut-être juin, s'il y a du retard. Je trouve toujours aussi cool. Hop, Antinomie, on a déjà vu. Mandala Stone, je vous en ai déjà parlé. Typiquement, c'est un jeu que moi j'aime pas parce que c'est trop abstrait pour moi. C'est vraiment pas mon type de jeu, mais c'est un jeu dont je vois les intérêts. Moi, j'ai aucun plaisir à jouer à ça, honnêtement. Par contre, typiquement, un peu comme Sunset Overwater, je serais capable de le recommander à des personnes que je sens sensibles à ce type de jeu. Moi, j'aime pas. C'est pas mon truc, mais voilà. Tac, Startups, Dragon Heart, on remonte. Nana, je vous en avais parlé, pour moi c'est aussi un des meilleurs jeux qui est sorti, qui sort sous trio chez Cocktail Games, donc de Kaya Miyano, qui sera illustré par Laura Michaud, je crois, chez la version française. J'ai envie de dire malheureusement, pas parce que j'aime pas le travail de Laura Michaud, mais parce que j'adore le travail de Saibepu, qui est vraiment un jeu super, je vous en ai parlé, je m'attarde pas dessus, là aussi j'en parlerai dans ma vidéo de mars, si vous voulez plus de détails, mais c'est vraiment de la grosse tuerie, je trouve. Tac, on a enchaîné 2 parties avec des camarades de chez Qualité, le studio de podcast. On a fait aussi un Las Vegas, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. D'ailleurs, il me l'apparaît comme new, alors qu'en fait, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué. De Rudiger Dorn, qui est un jeu où je vous en avais parlé quand je vous avais parlé de Dice Manor. Dice Manor qui reprend la mécanique de base de Las Vegas, qui est on lance des dés et puis on prend tous les dés de la même valeur pour les mettre à un endroit, sous système d'enchères un peu.
Mais Las Vegas est beaucoup plus épuré, c'est toujours aussi brillant, où ouais, on va essayer de priver les autres de certaines valeurs, on va essayer de prendre un peu de chance, il y a beaucoup d'interactions, puisque s'il y a le même nombre de dés de telle valeur, bah, ça s'annule, il y a des retournements de situation et tout, c'est vraiment super, un de mes jeux préférés. Tac, Nokosu Dice, je vous en ai déjà parlé aussi, ce jeu de... Donc je m'attarde pas spécialement dessus, mais c'est ce jeu de pli qui utilise aussi des dés qu'on va drafter, mais qui vont aussi servir de cartes. Par exemple, ce 6 vert, bah, c'est un 6 vert. Il y a un dé qui va rester, qui va déterminer 3 niveaux d'atout, à la fois du côté de la valeur, de la couleur, et les deux. Et c'est très malin. C'est pas aussi... je l'avais dit, mais j'avais juste peur, moi, que... Et il y a un système de pari qui va évoluer au cours de la partie et tout, sur le nombre de plis qu'on veut faire. Ouais, je vous l'avais dit, j'avais peur moi que ce soit trop brain et que ça casse un peu la tête, et en fait c'est pas du tout le cas, donc c'est vraiment top. Tac. Voilà. Ça on a vu, ça on a vu. Ça on a vu aussi. Ça je le présente tout à l'heure dans la petite partie. Deep Dive, c'est un jeu qui est actuellement en financement participatif, donc chez Flatout Games avec Point City, dont je vous parlerai peut-être d'ici quelques semaines, je pense, qui a l'air cool, qui est une refonte un peu de Point Salad, un niveau bien au-dessus, un jeu de construction de moteur. Là, Deep Dive, on est dans donc c'est les 3 auteurs de Salade de Points. Je dis pas de bêtises en disant ça? Non, Point Salad et de Verdant. C'est un stop ou encore qui va peut-être un peu ici et là rappeler Dipsy, mais qui est quand même assez différent, notamment l'interaction est beaucoup moins méchante que dans Dipsy, où il s'agit d'envoyer ces petits manchots de plus en plus profonds, et là où ça rappelle aussi Dipsy, c'est avec ces tuiles là où on voit plusieurs niveaux, et plus on va descendre, plus bien sûr ça rapportera des trucs. Pourquoi on fait ça? Pour faire des collections de différentes couleurs. Si on tombe sur des prédateurs, ben, notre petit pingouin est bloqué, mais en même temps on peut sauter cette profondeur lorsqu'on envoie un mec. Les petits rochers, c'est en gros, on peut les utiliser, les prendre pour aller tout au fond si on veut. C'est pas mal. Après, moi, le stop ou encore, c'est un truc que j'adore. Donc, je suis assez client de ce genre de propositions. Ça réinvente pas grand-chose, par contre, même niveau scoring et tout. Mais vous verrez, il y a un mode solo, bon, comme partout maintenant. Plutôt, enfin, moi, j'aime bien. Mais après, c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup, quoi. Donc, si vous aimez pas le stop ou encore, c'est pas la peine, mais j'y ai joué pas mal, du coup. Bubbly, qui portait de fortes promesses. Il sera dans la vidéo des trucs de Mars, dans les déceptions. C'est super beau. Même en termes de mise en scène pendant la partie, c'est super agréable avec cette petite bulle qui vole et tout. C'est donc de Tobia Botta chez Helvétique dans ces petites boîtes et illustré magnifiquement par Clara San Milian. Et l'idée, c'est qu'il y a une personne qui va incarner la bulle, qui va essayer de survivre le plus longtemps possible. Tandis que les autres vont incarner le ciel qui va essayer de faire en sorte que la bulle tombe et éclate. Donc typiquement, si la bulle est là et qu'elle n'arrive pas à rester sur le même niveau, à remonter, elle éclate. Et c'est la personne qui aura tenu le plus longtemps en l'air, puisqu'on incarne chacun notre tour le rôle de la bulle, qui gagnera. Et comment on fait ça? Bah en fait, on a des cartes face cachée en tant que bulle, et en tant que ciel aussi. Un ciel va mettre 3 cartes, et la bulle va jouer une carte, et soit elle joue une carte de la couleur du niveau où elle est, ou d'un niveau adjacent, enfin ou d'un niveau au-dessus, pour y aller. Par exemple là, en étant ici, si la bulle jouait du violet, elle pourrait remonter là. En étant au tout début, elle aurait pu rester au même niveau en jouant du vert. Par contre, si elle ne veut ou ne peut pas jouer une carte de cette couleur-là, ben, elle va descendre. Et donc, si tu es sur la dernière ligne et que tu descends, tu éclates. Comme dit, en termes de scénographie et tout, c'est super beau. Enfin, j'aime beaucoup il y a même une forme, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais une forme de poésie qui se dégage de l'ensemble, je trouve. Mais malheureusement, c'est un peu chiant. Je trouve qu'on s'ennuie vite. Le choix est quasi... Enfin, c'est drôle parce que la règle dit profitez-en pour bluffer, machin truc et tout. Franchement, non, quoi. Enfin, ça marche pas, quoi. Et c'est un peu longuet aussi, un peu répétitif, très soumis à l'aléatoire. Alors, effectivement, il les appartient de 6 ans, mais il y a plein de jeux pour 6 ans que je préfère. Ouais, j'ai trouvé ça assez décevant pour le coup, malheureusement, et même d'un point de vue pratique, on essaye de faire un peu jouer la mémoire. Et l'histoire du bluff, c'est, bah en fait, on a le droit de vérifier ce que la personne a joué.
Mais enfin, et sur quoi elle a joué. Mais là, vous voyez bien que tout ça c'est caché. Donc en fait, si on veut prendre des informations pour justement essayer de faire des déductions, on est obligé de rebouger un peu les bulles et tout. C'est un peu dommage. C'est comme dit, c'est vraiment dommage parce que la promesse était bonne, le visuel et la mise en scène sont cool, mais moi j'ai pas aimé. Donc un peu dommage. Triqueta, je vous en ai parlé de ce truc qui rappelle très fort Coloretto, avec quand même des sensations un peu différentes, qui, encore une fois, si ça avait été fait par des gens qui commencent dans le jeu de société, qui avaient inventé ça, il n'y aurait pas de souci, seulement c'est fait par des auteurs qui sont là depuis 20 ou 30 ans, enfin, disons 20-25 ans dans le jeu de société, et qui connaissent Coloretto, et je trouve que les sentiments sont pas assez différents pour que ça mérite d'exister, surtout de la part de ces auteurs-là, quoi. Donc Deep Dive, vous voyez, je vous compte l'IA beaucoup. Tac, il est sur Tabletopia, un Deep Dive, si vous voulez, tout comme Point City. On a réussi à trouver ça assez quelconque. On remonte. Hop, 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 hop. Ah, un nouveau. Jeanne d'Arc. Le Draw and Write dans l'univers d'Orléans, donc qui est de Ryan Hendrickson et Rainer Stockhausen chez Matago en français. Et illustré par Clemens Franz. Et bon, ça fait partie de ces Roll and Write qui se veulent un peu plus long, comme le Mur d'Adrien ou Twilight Inscription, même si on est très très en dessous de ces deux-là, en termes de complexité, c'est vraiment assez simple. On retrouve un peu d'Orléans, effectivement, dans la collection des ressources et tout, mais en fait, on retrouve... C'est dommage parce que, bon, et dans les visuels, évidemment, et dans l'utilisation des bâtiments qui nous sont propres, ça c'est plutôt sympa, mais par contre, on perd totalement le backbuilding, qui est quand même le cœur d'Orléans, un petit peu, moi je trouve, puisque en fait, on tire des jetons, et un peu comme dans King Domino Duel, ou comme dans Tokaido Duo, c'est je prends un jeton, t'en prends un, et j'en prends un, et j'active le pouvoir. Bon, c'est pas passionnant. Il y a quand même le sentiment de combo qui est assez fort, puisque on va compléter des lignes et des colonnes, et ça va activer des bonus ici et là, et paf paf paf. Il y a aussi le scoring qui rappelle bien sûr celui d'Orléans, avec le nombre de comptoirs créés, plus le nombre de citoyens, fois la piste là, je sais plus comment elle s'appelle, sur laquelle on est avancé. Bon, j'ai joué juste en solo, j'attends de voir 2 ou 3, mais je pense que le cœur du jeu, je l'ai. Je vous avoue que j'ai trouvé ça assez décevant. J'aime bien Orléans, de peu de parties que j'ai fait. Celui-là, je pense qu'il va dégager. Dommage qu'ils aient pas fait des... Bah écoute, on pourrait essayer si tu veux, Julien, mais c'est un jeu assez quelconque, quoi, je trouve. Et comme dit, le fait qu'il n'y ait pas le backbuilding du tout dedans, c'est un peu décevant, parce que c'est ce que j'aime bien moi dans Orléans. Mais j'en ai fait plusieurs parties, j'ai perdu à chaque fois contre le bot qui est Jeanne. Mais bon, j'ai pas trouvé ça ouf. Hop, un autre Star Wars deck building, Lost Cities, le Roll and Write. Écoutez, celui-là, en termes d'adaptation justement, puisqu'on parle d'adaptation d'un jeu de base en Roll and Write, alors c'est moins bien que les cités perdues, il y a plein de sentiments de jeu des cités perdues qui disparaissent, mais il y a quand même le cœur qui reste un peu là, de la prise de risque de commencer une expédition. Alors ça me paraît moins risqué que dans les cités perdues, quand même, parce qu'on sort vite de la zone où on perd des points. Mais pour le coup là, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de blocages dans la prise des dés. C'est comme Orléans au niveau, on balance des dés, j'en prends 2, et puis vous prenez... ou 1, je sais plus, non, 2, et vous prenez les autres, ce genre de truc. Ou comme dans Tréfuté, voilà, ça va déterminer une valeur et puis une couleur, et on va essayer d'avancer, et le but c'est, comme dans les cités perdues ou comme dans Longboard, de monter petit à petit. Donc on peut sauter des valeurs, mais on est obligé de mettre égal ou croissant, avec la possibilité de, sur certaines expéditions, de multiplier par 2 la valeur qu'on va mettre dans le j'y arrivé, dans l'expédition en cours, qu'elle soit positive ou négative. Ça, on pourra peut-être en faire une partie à l'occasion sur TTS, où vous incarnerez. Ça apporte quoi? Je suis pas sûr que ça apporte grand chose. Il y a l'utilisation des dés qui est un peu différente, mais je suis pas sûr que ça... Enfin, là, choisir entre les deux, je jouerais 100 fois aux cités perdues de base. Il y a un peu une dynamique de course, tu vois, sur les pistes, où là, si t'es le premier à dépasser, tu gagnes des points en plus. Bon, voilà. Pas sûr non plus, hein. Encore une fois, c'est juste pas mal, et je préfère cette adaptation là à celle d'Orléans par exemple. Romino Day, c'est le gratos sur Android si vous voulez essayer. C'était aussi un print and play. Un print and play
Alors c'est pas mémorable, mais c'est gratos sur Android si vous voulez essayer. Hein. C'est fait par le studio qui faisait le 5x15 de Friedman Freeze sur Android aussi. L'idée, c'est qu'on va faire 3 jours, on va 3 fois dépiler un paquet de cartes, et à chaque fois on aura 3 cartes, on en choisit une, soit pour prendre les ressources qui sont là, on peut pas monter au-dessus de 9 pour chaque ressource, soit pour construire le bâtiment en dépensant les ressources et en faisant les effets. Alors là, ce sera 2 points de victoire. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible à la fin. On peut soit avoir des trucs qui vont dire que dès qu'on prend cette ressource, ça nous donne cette ressource en plus. Il y a des cartes qui vont nous permettre de nous placer sur ces grands bâtiments qui vont par exemple, parce qu'à la fin de chaque jour, on doit affronter les barbares qui sont de plus en plus violents. Alors soit on doit perdre des trucs qu'on a conquis, soit on doit perdre des ressources militaires. Si on perd Rome, on a perdu, mais j'ai jamais perdu Rome. Hein. C'est pas très compliqué de gagner, disons. Donc voilà, ouais, bon, c'est pas nul, hein, mais c'est pas mémorable non plus. Hein. C'est moins intéressant qu'un 5x15, je trouve, en termes de mécanique. Il y a aussi... c'est moins intéressant aussi qu'un 12 Patrols, mais comme dit, c'est gratuit hein, sur Android. Si vous voulez essayer, allez-y, hein, vous cherchez Rome in a Day. Voilà, on peut conquérir donc les régions adjacentes grâce à des petits trucs comme ça de conquête. À la fin de la partie, on gagne X points de telle ou telle manière. Ouais, bah écoute, c'est ce que j'essaye de faire. Après, c'est pas pour me démarquer de qui que ce soit que je le fais, c'est juste comme ça que je fonctionne. 5x15, je vous en ai parlé, celui-là aussi donc est gratos sur Android. Ce petit jeu de Friedman Freeze qu'il avait fait lors des confinements, qui est assez intéressant, que moi j'arrive toujours pas à gagner, mais qui a priori est gagnable à chaque fois. Mais vous le trouvez aussi gratos sur Android. Tucano, du coup, de Théo Rivière chez Helvétique, illustré par Odile Saja, qui est un jeu là aussi un peu à la Coloretto en termes de prise, c'est-à-dire que on est obligé de prendre toute une colonne, quand bien même tout ne nous intéresse pas dedans. On retrouve un peu de dans Cubosaur le côté de collection et de collection qui fonctionne différemment selon les cartes. Donc il y en a qui vont te rapporter plus de points si tu en as pas beaucoup, il y en a d'autres ça va être si tu en as plus que les autres, etc. Enfin, pour le coup c'est plus Cubosaur qui l'a repris, hein, parce que c'est plus récent que Tucano. Là-dessus, comme souvent chez Théo, on n'est pas dans un truc très original, hein. On va pas se mentir, hein, c'est vraiment de la collection bête et méchante, mais avec quand même de l'interaction assez forte, puisqu'on va essayer, notamment pour les trucs où il faut en avoir plus que les autres, et honnêtement, ouais, je le trouvais plutôt intéressant, notamment parce que dans la deuxième partie de jeu, dans la deuxième moitié, il y a ces toucans qui interviennent et qui sont des actions spéciales qui vont être des grosses interactions, qui vont être je vais voler une carte à l'autre, je vais lui donner une carte, je vais retourner toutes mes cartes, du coup on sait plus ce que j'aime, moi non plus, mais on peut plus m'en voler. C'est bon appétit Julien. C'est ouais, je trouve plutôt sympa. Très quelconque en apparence et même dans la manière de marquer des points. Mais le système et le rythme fonctionnent très bien. Donc bonne surprise parce que vraiment je l'ai lancé en me disant bof. Comme trop souvent je trouve chez Théo, il y a vraiment un sentiment assez de truc où c'est vraiment bien pensé, bien fichu, mais où bof, voilà, enfin c'est jamais renversant. Là c'est pas renversant pour autant, mais c'est très bien fait et cool. J'aime bien les bonnes surprises moi de toute façon, c'est mon objectif dans la vie. Acropolis qui est arrivé sur BGA en alpha, que j'ai essayé en solo et alors je suis nul à Acropolis, hein, je vous en ai parlé dans mon bilan de 2022. C'est je pense un très bon jeu mais que moi j'arrive pas du tout, un peu comme Mandala Stone si vous voulez. C'est les jeux où je vois tout à fait leur qualité, je serais capable de les recommander mais juste moi ça marche pas avec moi. J'avais déjà eu du mal en physique et alors là pour le coup en numérique où c'est encore plus difficile de visualiser. Alors l'adaptation est pas mal faite hein, mais j'ai encore plus de mal à visualiser exactement ce que je vais pouvoir tirer d'un coup et tout. J'ai vraiment fait un mauvais score. 64 je pense que c'est vraiment très faible à Acropolis. J'arrive pas du tout en fait à visualiser si ça me rapporte ou si ça me fait perdre. Du Mandala toujours. Empire's End, je vous en avais parlé, c'est ce jeu, je l'ai joué avec Nico du Passe-Temps et Père Castor samedi dernier sur TTS. Et je reste sur mon avis, c'est-à-dire que c'est trop long, c'est trop répétitif, mais par contre il y a un cœur de jeu qui est incroyable, qui est vraiment des sentiments de dévastation et de essayer. On parlait beaucoup quand on jouait, et c'est vrai qu'on a comparé ça à un Pandémie, mais on sera en plus en compétitif, c'est-à-dire que le jeu nous en veut beaucoup, et en plus on est les uns contre les autres. Et ce qui est rigolo, c'est que il y a un peu d'interaction, hein, comme dans tous les jeux où il y a de la mise et tout,
Mais en vrai, on n'a vraiment pas besoin de... On n'a vraiment absolument pas besoin de pourrir les autres, parce qu'en fait, le jeu se charge de nous pourrir suffisamment pour que on ait juste à faire gaffe au jeu. Et c'est vraiment cool de ce point de vue. Enfin, il y a vraiment des sentiments de jeu assez originaux et assez inédits et vraiment cool, qui thématiquement tiennent pas forcément toujours la route, mais c'est chouette, c'est un très bon jeu, mais trop long, quoi. Et trop répétitif, malheureusement. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Tac, des jeux dont j'ai déjà parlé. Kites. Yes, il est sorti. Un des jeux de mon année dernière que j'avais découvert chez Cyrus en anglais et qui donc est sorti en français. On y a rejoué, c'est très bien. C'est ce jeu coopératif en temps réel où il faut jouer et ça dure 5 minutes et c'est ultra intense. Et, on a toujours joué avec le mode de base, pas le mode expert là, mais c'est vraiment super. Très brillant. Je vous en ai déjà parlé il y a plusieurs mois de ça, mais vraiment un incontournable de l'année pour le coup. Très bien. Et tac, je crois qu'on a à peu près fait le tour des parties de la semaine. Yes. Salut Eberwald. N'hésitez pas à me dire sur le chat ou dans les commentaires sur YouTube les jeux que vous avez joués les 3 dernières semaines, s'il y a des trucs qui vous ont marqué, que ce soit positivement ou de manière négative. Moi, je vous propose qu'on passe à la partie, pas de jeux vidéo parce que je vous ai dit qu'il n'y en a pas, mais à la partie hors jeu. Allons-y. Alors, la partie hors jeu, c'est quand on parle de trucs qui sont pas dans le jeu de société ni de jeux vidéo. Donc, du côté des podcasts, sur Listen to the Game, j'ai fini le let's play autour de Trine 3, qui était celui de mars. Je suis en train d'enregistrer celui d'avril. J'espère arriver à le faire assez rapidement. Ouais, écoute, on essaie. Donc ouais, Trine 3, vous pouvez écouter tout ça, c'est mon podcast de let's play audio uniquement, on entend juste le son du jeu. Passons donc au manga, beaucoup de mangas, hein, comme toujours. J'ai lu Assassination Classroom chez Kana, donc de Yusei Matsui, qui est une série terminée qui était assez cool. J'aime bien il y a quelques longueurs et tout, comme toujours, hein, dans les mangas qui sont publiés de cette manière-là. Mais 21 tomes, effectivement, il y a de l'humour, mais il y a aussi beaucoup de slice of life, un peu de tranche de vie, avec le quotidien d'une classe, hein, et comment est-ce que ce professeur doit détruire la Terre un an plus tard, mais en attendant, il demande à la classe 3e E de l'assassiner. Voilà, ça c'est le petit de base. Et c'est un mec qui se déplace à Mag 20, enfin un mec, une créature. Et de ce pitch-là, donc évidemment il y aura plein de tentatives d'assassinat diverses et variées en voyage scolaire et tout. Mais c'est surtout aussi que c'est un prof qui prend soin de ses élèves et l'attachement qui se crée et pourquoi cette 3e E, elle est mise à l'écart dans ce collège, etc. Et avec quelques twists ici et là, vers la fin qui sont pas les trucs que je retiens le plus. Ce que je retiens le plus, c'est vraiment la relation entre l'enseignant et ses élèves, et entre les élèves eux-mêmes, qui était plutôt cool. Après, c'est pas le meilleur manga que j'ai lu ces derniers mois, mais c'était plutôt assez cool dans l'ensemble. Junji Ito, Black Paradox, première fois que je lis du Junji Ito, qui est quand même une sommité un peu dans le genre, avec Black Paradox, donc qui est un one-shot assez particulier, puisque c'est au début des gens qui veulent se suicider, qui se rencontrent sur le site Black Paradox. Et finalement, enfin, il y a plein de... Je sais même pas comment vous parler de ça, c'est bizarre. Il y a des histoires de doubles, j'ai commencé l'animé de Assassination Classroom aussi, Eberwald, ouais. Pour l'instant. J'en suis au début, mais bon, moi je connais bien l'histoire déjà. Je parlerai de l'animé quand je l'aurai terminé, je pense. Mais donc, ouais... Ça, c'est assez particulier, puisque ça parle de suicide, de créatures, de doubles, d'un monde alternatif dans lequel on peut plonger. Enfin, c'est très étrange, assez particulier. C'est pas trop horrifique, parce que là en JV, j'avais commencé Hi-Fi Rush, mais j'ai pas continué sur le Game Pass, et là je suis je suis pas sûr, mais j'aimerais commencer Four Tales. J'avais entendu beaucoup de bien. Et ouais, Black Paradox, ouais, j'avais entendu que c'était un des maîtres de l'horreur et tout. Alors là, c'est quand même souvent malaisant et tout, mais c'est pas non plus tellement. C'est pas non plus tellement. Enfin, ça fait pas peur, en tout cas pour moi, mais ouais, il y a plein de petits sujets qui sont particuliers et tout. Mais c'était plutôt sympa.
J'ai lu le tome 37 de Hunter x Hunter qui doit être planqué vers là-bas. On est toujours sur l'arc, alors c'était vraiment évidemment très attendu et tout, comme souvent avec Hunter, ça met des années à arriver. Je suis ravi de retrouver Hunter. Après, on est sur un arc que je trouve assez mineur pour l'instant et auquel j'accroche pas trop. Il y a toujours beaucoup de texte, beaucoup de blabla. Donc je suis content de retrouver Hunter x Hunter, mais c'est pas l'arc que je préfère. Toujours chez Kana, Darwin's Incident, tome 3. Bon, on est vraiment sur la suite de Darwin's Incident. Je vous avais parlé des tomes 1 et 2. Je trouve ça sympa, mais pas non plus mémorable, quoi. C'est cool. Il y a plein de sujets dont j'aime pas trop le traitement, comme sur le côté radical, qui est parfois un peu pointé du doigt, ou justement, attention, nous on n'est pas trop radicaux et tout. Notamment sur la légitimité de la violence et tout. Mais bon, il y a quelques trucs sympas, mais après, ouais. Disons que ça va être un truc qui restera pas forcément en tête. Un truc très culte que j'ai lu, c'est Sailor Moon. J'ai lu la version Eternal Edition, qui a une chronologie un peu différente, je crois, d'autres versions. Écoutez, grand classique, hein. Que je pense en France on a surtout découvert sur les écrans. Écoutez, c'était pas mal, c'est un peu bordélique, même en termes de narration. Alors je sais pas si c'est la version que j'avais qui fait que, mais il y a des espèces d'ellipses, des trucs, des allers-retours et tout, c'est un peu bizarre. Mais dans l'ensemble, alors c'est pas un truc qui va moi me rester en tête, mais j'ai trouvé ça plutôt cool, notamment sur certains sujets qui étaient, je pense, assez en avance sur son temps, sur certains personnages ou quoi, ou sur certaines relations. Après, c'est un poil le bordel aussi en termes de visuel par moment, ça part un peu dans tous les sens. Mais ouais, j'ai passé un bon moment à les lire, disons. C'était pas le truc que j'ai kiffé de ma race, mais je comprends que ce soit culte et l'importance que ça a pu avoir. Après, voilà quoi. C'est pas non plus un truc qui me restera en tête pendant des années. Dernier manga, c'est Abara. Donc, d'un auteur qui est très connu, hein, puisque c'est Tsutomu Niei qui a fait Blam. Ah oui, c'est ça, là, c'est la nana de. Là, c'est depuis 3 semaines, Eberwald. Hein. c'est depuis 3 semaines. Madame Hunter Hunter, c'est donc. C'est Yoshihiro Togashi, hein, c'est ça, Hunter Hunter. Et donc Sailor Moon, c'est de. C'est de. Naoko Takeuchi. Voilà. Donc ça ouais, c'est le mec qui a fait Blam, qui est ultra connu, que j'ai jamais lu. Il faudrait que je le lise. Abara, c'est visuellement c'est ouf. Il y a une puissance du trait, des détails et tout qui est assez ahurissante. Après ouais, je pense que Blam est un peu plus marquant que celui-là. Celui-là est marquant visuellement. Mais je vous avoue que sinon, en termes de narration, ça présente un monde intéressant, avec de l'architecture et tout aussi passionnante. Ouais, je sais pas, c'est aussi un peu bordélique quand même en termes de narration, et puis même en termes visuels, hein. J'ai parfois du mal à distinguer certains personnages des autres. Ça reste intéressant, je pense, à lire aussi pour les gens qui ont été fans de l'auteur, mais voilà, bon, pas non plus mémorable. J'ai fini Claymore aussi, la série, j'avais parlé du manga il y a quelques semaines, que j'avais trouvé vraiment super. La série est clairement inférieure, que ce soit en termes de narration, puisqu'elle s'arrête plus ou moins la moitié du manga, et je suis pas force. Enfin, ça enlève tout un arc, enfin, toute la deuxième partie qui est très cool dans le manga. En termes d'animation, je trouve que c'est assez rudimentaire. Après, c'est toujours des super persos et tout, mais j'ai trouvé ça quand même ouais, assez en dessous. Notamment aussi, en termes de mise en scène, c'est parfois assez bizarre. Parce que enfin, la musique dans Claymore est particulière, ça part en gros métal et tout. C'est assez. Et parfois, sans qu'il y ait vraiment de correspondance avec ce qui se passe à l'écran. Voilà, bon, lisez plutôt le manga. Et on va finir avec la musique. La musique, bon, Rosalia, vous savez, je pense que je suis un grand fan de Rosalia. Pour moi, Motomami, c'est le meilleur album de l'an dernier. C'est une de mes artistes préférées des dernières années. Eh bien, sachez qu'elle a sorti, vendredi dernier, je crois, RR, avec son petit ami, avec qui elle s'est fiancée, je crois, qui est Ro Alejandro, et qui est aussi un artiste de reggaeton et tout. Donc, il y a 3 morceaux où ils sont tous les deux, donc d'où le R et R, Rosalia et Rao.
qu'on prononce d'une certaine manière, je ne sais pas laquelle, et les 3 morceaux sont bien. Alors c'est pas au niveau de Motomami je pense, mais on retrouve certains, notamment sur Vampiro, certains trucs qu'il y a dans Motomami en termes de prod assez minimaliste et tout. Et puis elle a toujours sa voix de ouf. J'avoue que les performances de Ro Alejandro passent un peu au second plan pour moi, mais je trouve l'initiative super, les musiques sont top. Voilà, si vous aimez Rosalia, il faut pas passer à côté. Voilà pour le hors-jeu. Là aussi, je vous laisse m'indiquer sur le chat ou sur YouTube ce que vous avez consommé ces 3 dernières semaines en termes d'œuvres culturelles au sens large. Et je vous propose qu'on passe au dernier segment, c'est-à-dire la petite partie. Alors, je vous l'ai dit, on va jouer à Deep Dive, qui est donc créé par Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz, illustré par Dylan Manghini chez Flatout et qui est actuellement en financement participatif. Et qui, avec Point City, et qui donc est un jeu qui est un stop ou encore, qui se joue en solo, c'est comme ça qu'on va le jouer. Et qui peut jouer aussi à plus, jusqu'à 6. Et tac, on va jouer en solo, tac. Comme dit, il est dispo sur Tabletopia, tout comme Point City. Alors, j'aime moins Tabletopia que Tabletop, il faut le savoir. Que ce soit en termes de contrôle, de personnalisation et tout. Donc, là, je joue en solo, donc en fait, il y a... Moi, admettons, je vais être le bleu, et mon adversaire sera le rouge. Le mode solo, alors le mode normal, c'est en gros chacun son tour, on joue et on plonge, et on peut continuer à plonger, d'où le côté stop ou encore, et à la fin de la partie on gagne des points. Là le mode solo, ces deux-là on s'en contrefout, et l'idée c'est que à chaque tour en fait il va descendre et retourner une tuile, et il va gagner des points comme ça de manière automatique, à moi de le battre si je veux, à moi de faire mieux que lui petit à petit. Tac, voilà. Là il y a le mode solo, hop. Et selon ce qu'il révèle, il va se passer tel ou tel truc. Et il y a 3 niveaux de difficulté. Moi, j'ai toujours joué avec le niveau facile. Donc là, moi, je vais envoyer mon pingouin. Forcément au niveau 1, j'ai pas le droit de sauter des niveaux pour l'instant. Un rocher, je peux soit le prendre et remonter, soit continuer. Là, il y a un peu ce côté de Dipsy. Moi, je continue. Donc, je suis au niveau 2. Un prédateur, il arrête mon pingouin. Alors, il ne le mange pas, il l'emprisonne. Là, c'est Alia qui retourne une tuile au pif. Si elle retourne une tuile de ce type-là, elle la prend, elle l'ajoute à sa collection. Et ensuite, elle descend. C'est à nouveau à moi, je reprends un nouveau petit pingouin, que je mets d'abord au niveau 1, ici. Pas de chance, il est arrêté. Il y a moyen de connaître, évidemment, le nombre de prédateurs et tout. Moi, j'en sais rien, mais... tac. Donc lui, il retourne un truc de niveau 2. Quand il retourne un prédateur, qu'est-ce qui se passe ? Quand il retourne un prédateur, il le laisse à sa place, mais il prend une tuile nourriture de cette profondeur, selon un certain ordre de priorité, mais là il n'y en a pas, donc il ne prend rien, ce qui me va très bien. C'est à nouveau à moi, donc, nouvelle petite règle, c'est que là je peux soit prendre un 1, mais si j'ai des pingouins qui sont pris par les prédateurs, j'ai le droit de sauter leur profondeur, donc je peux sauter celle-ci et celle-ci, je peux aller tout de suite au niveau 3. Et un prédateur. Bon, là j'ai vraiment peu de chance. Faut savoir que quand les 3 sont pris, ils remontent et tu peux embarquer. Ah si, je peux peut-être prendre le rocher. Tu peux embarquer une tuile, soit animale, soit rocher, d'un niveau où un de tes pingouins a été capturé. Je regarde juste si on peut prendre les rochers. Il me semble que oui. Retreat. Ouais, donc je vais prendre le rocher ici. Hop. Et eux ils reviennent là. Bon, c'est vraiment pas ouf pour l'instant. Tac. Et la partie va finir quand il y aura un des différents niveaux où il y aura plus de tuiles. Je peux les retirer, celle-ci, comme ça c'est plus lisible. Quand un des niveaux aura été entièrement retourné. Donc là, lui, il retourne une de niveau 3 et il prend tout de suite ça. Vous allez voir que je vais les assembler. Il y a 3 couleurs différentes, je vais les assembler par couleur. Il descendra au niveau 4 le prochain. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais bouffer le caillou et tout de suite aller au 5. Pouf. Donc là, je peux pas descendre plus bas, donc je remonte avec ce 9. Vous notez que 9 c'est pas mal par rapport à un 2 ou un 3. C'est à l'IA, hop, qui retourne un 6. Et hop, voilà pour lui. Là il a une collection complète. De vert, rose et jaune. Et vous verrez que... Ah oui, on voit pas le fond, pardon, c'est là-bas.
vous verrez que c'est important de faire des collections complètes, ça rapporte plus de points. Donc là, le niveau 4. Ah, un prédateur, ça me va. Il ne gagne rien. Tac. Je reviens tout de suite, juste. Alors, donc on était là. Et donc c'est à moi, et on repart d'en haut, hop. Donc là, j'en vois, bon, vous avez vu qu'ils ont 3 styles différents les pingouins, mais on s'en fout, hein, c'est les mêmes. Un rocher, est-ce que je m'arrête là éventuellement pour aller taper du... Non, on va continuer quand même. Encore un caillou, on continue. Est-ce que je m'arrête? C'est quand même un 4. Non, on va aller là. Trop gourmand, trop gourmand. Donc lui il prend un niveau 5. Elle a bien de la chance. Hop. Et après elle vient en haut, évidemment. Ensuite, donc c'est à moi. On va retourner ça. Ça. J'aurai aussi le droit par exemple de descendre là et de tout de suite prendre ça. Sans retourner. Alors les bulles, c'est la première fois qu'on les rencontre, ça force à continuer sa plongée. On est obligé de continuer, on ne peut plus remonter. Je vais m'arrêter là, je pense. C'est pas énorme 5 pour ce niveau-là, mais bon, on va faire avec. Hop. Ah, j'aurais aussi pu sauter ce niveau-là. Bon, c'est pas grave. Donc c'est à lui. Ça, il le garde de côté, on s'en fout au niveau 1, mais juste au niveau 2 et 3, ça lui rapporte quelques points. Quel risque de continuer? Bah, c'est que tu as de plus en plus de chances de tomber sur des prédateurs, je crois, en gros. Donc là, hop. Non, par contre, ouais, tu le fais pas tout de suite. Bon, on va quand même lui donner, tant pis. Hop, on va dire que c'est son tour d'après. Donc c'est à moi. On continue. Ah là 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 là. Tac. Donc là, on va dire qu'il a pris ça. Parce que normalement, lui, avec les bulles, il ne continue pas. Prenne ce que tu as trouvé dans la plongée en plus du tour. C'est-à-dire... Non, tu ne prends que un truc, hein, tu prends pas tout, mais je continue, hein, je suis toujours avec celui-là. On va aller au niveau 3. Oh là 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 là. Bon, est-ce que là je peux prendre ça ou ça? Parce que je peux récupérer un des trucs que j'ai à un des niveaux de prédateurs. Hop, on va prendre celui-là. On va dégager les prédateurs. Tac, tac, tac et tac. Non, non, du tout. C'est-à-dire, en fait, soit je arrive à descendre, et dans ce cas-là, je peux descendre de plus en plus profond et donc aller chercher des trucs de plus en plus forts.
Mais avec les autres qui prennent des poissons, et le fait que dans les trucs les plus bas, il y a un peu plus de prédateurs, je prends de plus en plus de risques de tomber sur un prédateur et donc de ne rien ramener à ce tour-ci. Et si les autres, eux, ramènent des trucs à ce tour-là, ils prennent de l'avance sur moi, en fait. Tac. Ok, donc c'est à moi. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va aller là et on va tout de suite prendre le caillou, parce que là, je pense qu'il a de l'avance sur moi. Alors que l'intérêt de continuer, effectivement, c'est... Ouais, en fait, mais par contre, pour compenser un peu ça, c'est que quand tu as tes 3 pingouins sur des prédateurs, tu peux récupérer une tuile quand même qui est dans une des zones des prédateurs. Je me fais latter la tronche pour l'instant. Hein. Tac. Donc on va utiliser un caillou et on va aller tout au fond. Tac, pour prendre ça. Bon, ça m'arrange pas. Hein. Moi, j'aime bien avoir des collections de 3, c'est ça qui rapporte. Là, il peut prendre ça. Donc là, c'est à moi. On va aller là. On va continuer quand même. On va encore continuer. Je suis obligé de continuer. Oh là là, un prédateur. Bon, je le déplace pas à chaque fois en même temps, hein, parce que c'est un peu laborieux. Je vous montre juste. Il est là, c'était un petit prédateur. C'est un peu laborieux, j'imagine qu'en vrai, tu le fais un petit peu plus. Tac. Ah bah là, un prédateur. Donc lui, quand il tombe sur un prédateur, il récupère d'abord des couleurs qu'il n'a pas, mais là, il n'y en a pas. Sinon, le plus haut possible. Hop. Donc là, il ira au niveau 3. C'est à moi. C'est pas fou, hein. Oh purée. Pétard de pétard. Je me fais défoncer à cette partie, hein. Il faut bien le dire. Donc lui, il ira au niveau 4 au prochain, c'est ça? Là, je peux tout de suite aller au niveau 2 en sautant ça. Ça, on va le dégager comme ça, je vois qu'il est déjà fait. Écoutez, je vais prendre ça. Comme ça, j'en ai au moins une complète. Lui, le niveau 4, tac. Il prend rien parce qu'il n'y a rien à prendre. On est reparti. Oh, mais c'est pas possible. Je vais prendre... Je pourrais prendre... Ouais, je vais prendre un caillou, je pense. Qui était au niveau... Ah non, je peux pas parce que... Ah, mais j'aurais pu aller tout de suite au niveau 2, gros malin. Bon, tant pis. Je vais prendre ça. Puisque les 3 ont été attrapés. Et donc lui, il retourne un niveau 5. Oh là 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 là. Il les a presque tous, je pense, les niveaux 5. Allez, on est reparti. Donc lui reviendra tout là-haut. Je vais récupérer ça pour me faire une deuxième ligne complète au niveau 2. Hop, ça remonte. Ça, on le met de côté parce que ça c'est, je crois, un point par rocher si je dis pas de bêtises. Alors c'est à moi. Bon. Donc ça, on va aller au niveau 2. Possible. Niveau 1. On va aller au niveau 3 tout de suite. Allez, je prends. Potentiellement 4 points. Allons-y. Donc lui, il retourne à niveau 3, qui récupère aussi. Bon, ce qui m'arrange, c'est qu'il récupère pas beaucoup de roses, donc ça c'est plutôt cool. Je vous expliquerai pourquoi lors du scoring final. Donc là, niveau 1. Ici. Pouah là là, j'ai pas de chance. Il retourne à niveau 4. Ah, ouais, ça me va aussi. Ouais, là, les niveaux 4 sont presque vides, hein, donc ça va. Donc là, je vais au niveau 2. Il me faudra un jaune. Ouais, et ben on va prendre le jaune. Hop. Tac. Donc là, il retourne à des niveaux 5. Yes, ça me va. C'est un prédateur, il peut rien récupérer. Alors, je peux aller au niveau 3 tout de suite. Hein. On zappant ces deux-là. On va y aller. On va aller au niveau 4. Et je suis obligé d'aller au niveau 5. Yes, c'est pas mal. Il reste plus qu'un niveau 4. Donc, tac, il récupère encore un vert. Franchement, j'ai beaucoup de chance qu'il récupère très peu de roses. Hein, parce que... vous comprendrez pourquoi lors du scoring. Mais
Donc là, je peux aller tout de suite niveau 3, on y va. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener un caillou en espérant réussir à choper un truc au niveau 5. Nous verrons si j'y arrive. Ça, on peut les dégager. 1, 2, 3. Lui, il retourne à niveau 2. Oh! Bon, ça va que c'est celui-là. À moi. Je vais bouffer mon caillou. Enfin, bouffer. J'imagine qu'il les mange pas, mais bon. Et, ah yes, ça c'est bien. Très très bien. Il faudrait que j'arrive à choper un autre jaune. Ouais, je vais essayer. Niveau 3. Il le prend. Lui, il récupérera le dernier niveau 4 au prochain tour. Bah, vous savez quoi, je vais juste prendre ça. Niveau 1. Donc lui, il prend le dernier niveau 4. Qui vient ici. Et donc là, on a révélé tous les niveaux 4. Donc ça revient à moi, c'est la dernière plongée. Last dive. Donc j'ai une dernière plongée. Bah écoutez, on va essayer d'aller tout au fond. 2. Raté. Voilà pour moi. Et donc lui, il en retourne une qu'il arrive à avoir. Et donc maintenant, on procède au scoring final. Donc le scoring final, comment il marche? Les collections complètes de 3 couleurs, on fait l'addition. Mais quand il n'y a pas, quand il manque une couleur, on divise par 2, arrondi à l'inférieur, j'imagine. Je crois. Il me semble. C'est ça, arrondi à l'inférieur. Donc par exemple là, cette ligne-là, ça fait 6 et 3, 9 et 2, 11. 11 points pour cette ligne, 6 et 3 et 2. Là, 10 et 9 et 2, donc 21, c'est beaucoup plus. Ce qui l'amène à 32. Ici, 5 et 3, 8, ce qui l'amène à 40. Et là, maintenant, tout ça, c'est là que je disais que j'ai de la chance qu'il n'ait pas eu des roses, parce que sinon il aurait fait des gros scores. Ça sera à chaque fois divisé par 2. Donc 6 et 3, 9, divisé par 2, ça ferait 4, arrondi à l'inférieur. 5 et 5, 10, divisé par 2, ça fait 5. 2, 3, 4, 5. 10 et 3, 13, donc divisé par 2, ça fait 6. 2, 3, 4, 5, 6. 4 et 7, 11, ça fait 5. 1 divisé par 2, ça fait 0. Et 8 divisé par 2, ça lui fait 4. Donc son score final est de 64. Ouais, j'y crois aussi, parce que moi j'ai réussi à faire des trucs complets, et notamment celle-ci, on va voir. Donc 9 et 3, 12 et 5, 17. 17, ne trichons pas. 4 et 4, 8. Ça mène à 25. Vous avez sûrement déjà fait le calcul chez vous. 12 et 4, 16. Ouais, non, je vais quand même pas arriver. Et là, 21. Oh, mais c'est pas si loin. C'était pas si loin. 64-62, donc j'ai perdu. Mais honnêtement, vu le nombre de trucs que je me suis pris, c'est pas si mal. Surtout que lui, voilà, il a eu pas de chance de pas avoir des roses. Mais voilà, donc voilà, vous avez compris le principe. Et en multi, c'est comme ça, sauf que chacun compte ses trucs et qu'il n'y a pas ce côté automatique de descente et que c'est plus des choix des autres. Mais bon, c'est voilà. Ouais, après, il faut vraiment utiliser les cailloux, je pense, pour aller chercher les 5, tu vois, ce que j'ai fait plusieurs fois. C'est un jeu qui est pas inoubliable, hein, c'est un stop ou encore assez classique, hein, même. Moi, après, il faut savoir que c'est juste un genre de jeu qui me plaît beaucoup, le stop ou encore, qui est pas voilà, celui-là va rien révolutionner du tout. Il a été un peu comparé à Deep Sea ici et là chez les anglophones. Je trouve qu'il y a beaucoup moins l'interaction que dans Deep Sea où tu vas récupérer des trucs juste pour dépenser plus d'oxygène et du coup faire que les autres se coulent. Salut, ça ne l'a fait. J'espère que tu vas bien. T'arrives sur la toute fin. On a découvert, moi je le connaissais déjà, mais j'ai présenté Deep Dive. Tac. Et je vous propose que sur ce, j'ai perdu, tout juste, à 2 points. Regarde. Léa a fait 64 et j'ai fait 62. Je vous propose que on passe à la conclusion. Et donc voilà, bon, la conclusion, rien de particulier, si ce n'est que je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, qu'elle soit ludique ou non, qu'elle soit au boulot ou pas, une belle fin de semaine aussi, j'espère pouvoir faire un hebdo la semaine prochaine pour que on retrouve effectivement ce,
le côté hebdo de l'hebdo, plutôt que tous les mois. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, de bons jeux. N'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube à me dire ce que vous avez joué ou si vous avez des réactions sur les news, à les mettre. Si vous écoutez en podcast, je vous salue également. Et puis passez une bonne semaine et à une prochaine. Ciao. Tu comprends? Les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf bien sûr, vous êtes au courant, mais les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui? C'est plus les auditeurs. Les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux les vrais clients. Les annonceurs, c'est les vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels, ce soient les distributeurs. Quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera? Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. La rotation rapide, ça veut dire les trucs des grands marchés, à rotation rapide, régime du best-seller, etc. C'est-à-dire que toute littérature, si j'ose dire à la Beckett, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.